Le lendemain d'une grande conversation avec Laura, j'ai vu mon bureau à la banque et je me suis dit, si dans 30 ans je vois ce bureau et je suis dans ce même bureau, est-ce que je serai fier de ma vie? Je m'appelle Mathieu Jacquemou, j'ai 29 ans, je suis suisse de Martigny en Valais. Aujourd'hui, ça fait 11 ans que j'organise des cinémas open air de type drive-in et ciné-transat aussi dans toute la Suisse romande. Et à quel moment tu penses t'es dit que ça aurait pu être une bonne idée de se faire accompagner des fois? Mais c'est hyper important de s'accompagner de personnes qui ont déjà réussi ce que tu aimerais atteindre. Ça, c'est hyper important parce que on peut voir un petit peu tout sur les réseaux sociaux. Mais si tu as envie d'apprendre à nager, tu vas voir quelqu'un qui sait nager. Si tu as envie de grandir sur Instagram, va voir quelqu'un qui a grandi sur Instagram ou déjà monétisé son compte Instagram. Au cours de ta carrière, est-ce que tu as rencontré des problématiques dans ton métier, dans tes formations, tes diplômes? Hello Mathieu, comment vas-tu? Bien et toi? Bah, très très bien, ravi de te recevoir sur la chaîne. Merci pour l'invitation. Bah, de rien, de rien. Du coup, pour commencer un petit peu ces podcasts, j'aime bien te demander déjà en premier de te présenter, dire un petit peu qui tu es. Puis après, je raconterai la petite anecdote, un petit peu comment on en est arrivé à ce podcast ici, à Bali. Mais dis-nous un petit peu plus sur toi. Ok, je m'appelle Mathieu Jacquemou, j'ai 29 ans, je suis suisse de Martigny en Valais. Et voilà. Ok, et tu as toujours grandi du coup sur le territoire? Ouais, depuis tout petit de Martigny de A à Z. Ok. Donc, comme vous avez pu voir, un résident suisse. Et aujourd'hui, on est dans un studio directement à Bali. Donc, je l'ai rencontré à Bali avec un autre frontalier qui s'appelle Mickaël, qui lui m'a dit justement que tu étais présent ici, que tu avais travaillé dans la finance et que du coup, maintenant, tu étais entrepreneur ici à Bali. Exact. C'est ça? Depuis combien de temps un petit peu tu viens faire un tour ici? Alors, ça fait juin 2021 que je suis ici à Bali en tant qu'expatrié. Ok. Et pour continuer un petit peu, pour parler un petit peu de ce podcast, qui es-tu? Comment as-tu commencé ton enfance, du moins? Comment as-tu grandi sur le territoire suisse, du coup? Et comment as-tu développé ta scolarité, du moins? Comment Ok. as-tu commencé un petit peu? Alors, scolarité très, très simple, standard à Martigny. J'ai fait le cycle, comme on l'appelle en Valais. Et ensuite, je suis parti une année à Brigue, donc canton du Valais, mais il parle au valaisan, Ok. donc allemand. Et donc une année d'école. Et après, j'avais 16 ans et j'ai commencé un apprentissage de 3 ans en banque, donc à la Raiffeisen aussi, à Martigny, encore une fois. Ok. Et je ne savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, je suis assez à l'aise avec les chiffres, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et je suis parti là-dedans en apprentissage. Ça m'a bien plu. Et après les 3 ans d'apprentissage, j'ai été embauché en tant que conseiller clientèle privée au guichet, tout simplement Ok. à la banque. Et voilà, Donc toujours dans le Valais. toujours en Valais. Et du coup, tu es bilingue allemand. Alors, je devrais, Ok. mais c'est vrai que ça fait quelques années maintenant, même plus de 10 ans que j'ai plus pratiqué, et du coup, un peu complexe, ouais. Ok. Et donc, as pu apprendre quelle langue? Anglais? Anglais? Anglais à l'école, Ok. mais voilà, anglais standard. Ok, anglais standard. Et alors, l'avenue, du moins, t'es rentré dans la finance, mais comment t'es rentré? Comment t'as développé un peu tes études là-dedans? T'as passé des diplômes? Mhm. En fait, c'est un peu spécial en Suisse par rapport à la France, mais du moment qu'on finit l'école obligatoire à 16 ans, on peut commencer un apprentissage, que ce soit maçon, ébéniste, menuisier, pâtisserie ou qu'importe, vraiment n'importe quel métier presque, assureur. Et c'est 3 ans d'apprentissage où on est à l'école sur 2 jours à peu près dans la semaine et 3 jours on travaille directement à la banque. Ok. Et ça pendant 3 ans. Ok. Et en fait, à partir de mes 19 ans, j'ai eu mon CFC, comme on appelle, à la fin de l'apprentissage, ce qui m'a permis en fait d'être vraiment conseiller clientèle privée dans une banque et de me faire engager dans n'importe quelle banque de Suisse. Ok. Et j'ai eu la chance que la Raiffeisen a voulu me garder. Et en fait, j'ai travaillé vraiment au guichet au début parce que il y avait aussi un manque de personnel. Et du coup, j'ai complété l'équipe. Ça a tombé bien sur le moment. Et j'aimais bien la clientèle. J'aimais bien recevoir les personnes au guichet. Mais c'est vrai que j'avais envie d'un petit peu plus après 1 an ou 2 au guichet. Et c'est là que j'ai décidé de faire un brevet fédéral de conseiller financier IAF, comme on appelle. Et ça, c'est sur 2 ans où on apprend en fait la spécialité de l'immobilier, la fiscalité, les assurances et les placements. Ah, on dit brevet fédéral IAF? Voilà, alors IAF, Parce que c'est celui d'en dessous, le diplôme, l'IAF.
C'est pardon? C'est celui d'en dessous, le diplôme de l'IAF. Alors oui, alors c'est ça. En fait, c'est diplôme que tu connais bien vu que tu as fait l'AFA. Donc tu as le diplôme IAF. Et puis, ben, moi, mon papier, c'est brevet fédéral de conseil financier. Et puis, c'est aussi une notion de IAF après. Ok, Ouais. ok. Donc Ouais. c'est module. Et c'est sur combien de temps? Ben, en fait, c'est 1 an le diplôme Ok, et plus ou moins 1 an et demi, quelque chose comme ça, le brevet. ok. Et pas trop dur à passer? Alors, moi, je suis pas une foudre de guerre en Hmm. niveau scolarité. J'ai toujours passé mes écoles avec 4,1, donc 4,1 sur 6. Chaque fois que je dis ça, les gens ils comprennent pas parce qu'en Ok. France, c'est sur 20, je crois. Ouais, C'est juste. Et du coup, bah, j'ai fait vraiment 4,1 sur 6 les 3 années d'apprentissage. Vraiment passé juste. Et bah, pareil, plus ou moins, mon brevet fédéral. D'ailleurs, la première année de diplôme, j'ai réussi. Et j'ai fait donc la deuxième année le brevet fédéral. J'ai raté l'année. ok, J'étais au fond du bac. Je me suis dit, bah, voilà, je devais avoir en plus mon poste de conseiller spécialiste placement à ce moment-là à la réussite de mon brevet. Et comme je n'avais pas réussi, ben, j'ai dû repousser aussi bah, le bonus qui était aussi consacré à la réussite, plus ok. encore le salaire derrière et le poste. Et du coup, ben, j'ai cravaché encore une année pour obtenir ce brevet fédéral. Et je suis très content parce que ben, j'ai réussi à ce moment-là. Et voilà. Ouais, t'es plutôt content. Et après, bah, parce que c'était quand même plutôt un bon poste à la Raiffeisen. Du moins, c'est quand même déjà une belle banque. T'es toujours resté à la même ou t'as changé d'entreprise? Toujours rester à la même. Toujours. Ouais. Ok. Ouais. En fait, des très bons collègues, une très bonne ambiance, un directeur super. Vraiment, j'ai adoré l'environnement et c'était pas axé sur le chiffre, mais aussi beaucoup sur l'humain. Ok. Et c'est ce qui me plaisait beaucoup. Ok. Ouais, c'est pas dans toutes les entreprises quand même. Surtout dans les grosses entreprises généralement. C'est vrai que j'avais l'opportunité à l'apprentissage de choisir ou Crédit Suisse, ou la banque Valiant, ou alors la Raiffeisen. Ok. Et bah, je suis parti sur la Raif parce que bah, en Valais, c'est vraiment aussi connu pour être proche des clients, etc. Et c'est ce qui me plaisait plus que partir peut-être à Lausanne. Là, j'avais l'opportunité aussi de rester dans ma région, travailler, donc c'est ce qui me plaisait. Ok. Et après, alors un petit peu dans la suite de ton aventure, t'as fait combien d'années dans cette banque? En tout? Alors, 3 ans d'apprentissage et 7 ans en tant qu'employé, donc j'ai fait 10 ans. 10 ans. Ok. Ah oui, ça fait quand même. Et t'avais commencé déjà à voyager avant ça? Alors, Du moins, durant ouais, tes années, c'est là où tu as en, commencé un peu? en fait, dans mon enfance, j'ai des parents qui aimaient bien visiter l'Europe, Ok, mais je suis jamais parti en dehors de l'Europe. Et quand j'ai rencontré ma copine Laura, ok, et ben en fait, elle m'a tout de suite un petit peu ouvert à découvrir un petit peu le plus le monde. Et on est parti la première fois de notre vie, ben, ma première fois que je suis parti en dehors de l'Europe, à Bali justement. ok. C'était en 2017 ou 19, je me rappelle plus, mais c'était un bail en fait. Et on avait fait 2 semaines et demie sur Bali. C'était exceptionnel, j'avais adoré. Donc c'est elle qui m'a fait un peu découvrir bah, l'aventure et le voyage, chose que Ok. je n'avais pas fait avant. Et vous avez fait quoi un peu comme voyage? Parce que Alors, avant d'atterrir ici, quand même. bah, on avait vraiment une vie de salarié où on aimait beaucoup ben, voyager. On est parti au Costa Rica, on est parti au Canada, on a fait la Thaïlande, on a fait Bali, on a fait New York. Et voilà, vraiment en mode salarié, ben, on partait 2 semaines, 3 semaines maximum. Et, Ok, et voilà. ok. Ouais, donc vous avez fait quand même pas mal. Et pourquoi alors? Pourquoi ce choix de Bali maintenant? Du moins, on reviendra un petit peu que tu es ici pour un petit moment et déjà depuis un petit moment. Mais pourquoi Bali par rapport à la Thaïlande, par exemple? Moi, j'ai Ok. fait la Thaïlande et j'aurais peut-être un. Du moins, j'aime beaucoup Bali pour certains points, mais j'aime beaucoup la Thaïlande aussi pour d'autres points. Mhm. En fait, ça s'est fait pas par obligation, mais presque. En gros, je venais de finir mon brevet fédéral à la banque. J'étais hyper fier et hyper content de ma place de travail. J'avais enfin bah, le poste que je rêvais depuis toujours. Et c'est vrai que Laura elle m'avait dit, mais en fait, Mathieu, moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de un jour faire un tour du monde. Et je lui ai dit, ah, trop bien, un tour du monde, c'est vraiment sympa, c'est cool, l'idée est chouette. Mais c'est vrai qu'entre avoir l'idée et de passer à l'action, il y a un monde en fait. Et ce qui se passe, c'est que ben, elle est revenue vraiment souvent me voir et avoir une conversation deep avec moi par rapport à ça. Et dans ma tête, j'étais là, ok, bon, je suis très motivé, mais je ne m'imaginais pas partir de la banque après 10 ans, après mon brevet fédéral, etc. C'était hyper compliqué pour moi. J'avais une bonne stabilité, des collègues en or, un travail qui me plaisait relativement bien. Et c'était compliqué. Et après, je me suis dit quelque chose.
le lendemain d'une grande conversation avec Laura, j'ai vu mon bureau à la banque et je me suis dit, si dans 30 ans, je vois ce bureau et je suis dans ce même bureau, est-ce que je serai fier de ma vie? Et en fait, la réponse était non. J'avais vraiment envie de vivre quelque chose de différent quand même, de ne pas me retrouver dans 30 ans au même endroit que quand j'ai commencé au final à être employé. Et c'est là que je me suis dit, mais si je ne fais pas le pas maintenant, je vais jamais le faire. Et ça a fait un déclic dans ma tête. Et je me rappelle le soir même avec Laura, j'ai dit, mais écoute, je crois que c'est OK, on va partir, quoi. Ok, ok, ouais, donc elle a vraiment lancé cette petite puce. Oui, tu avais envie, mais bah oui, c'est toujours pareil entre le dire et le faire. Du moins là, on est quand même sur je vais pas dire un abandon de poste, mais on arrête une carrière Ouais, en route qui est bien lancée, surtout ouais, ouais. dans une bonne banque. Je pense qu'on avait déjà une bonne situation, un bon salaire et des perspectives d'évolution aussi. Mhm. C'est clair. Et en fait, c'est assez drôle parce que il n'y avait pas du tout le Covid encore à ce moment-là. On commence à économiser avec Laura pour justement ce voyage et partir en tour du monde. Et je me rappelle que ben, j'avais un très bon contact avec le directeur de la banque. Vu que c'est régional, on avait contact directement avec le directeur, contrairement à d'autres banques. Et c'est vrai que je lui ai dit, après 10 ans, ben voilà, je décide de partir et de voyager pendant un an et je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer plus tard. Et en fait, bah, il m'aimait bien, on se côtoyait déjà depuis un moment. Il m'a dit, écoute Mathieu, c'est un peu spécial ce que je vais te proposer, mais je suis d'accord en fait de t'accorder un congé de un an. Ok. Et en fait, tu as la possibilité de revenir après un an et tu gardes ta clientèle, tu gardes tes clients, tu gardes ton poste actuel. On va essayer de faire des remplacements pour justement combler ce départ. Comme ça, ben, tu peux faire ton projet de rêve de partir un an et après tu reviens et tu peux retrouver ta stabilité, etc. Et dans ma tête, j'étais là, waouh, exceptionnel, c'est un truc inoubliable, ben, c'est exceptionnel ce qu'il me propose. Et je me rappelle le soir même, je vois Laura et je lui ai dit, écoute, le directeur, il m'a proposé ça, c'est trop bien. Et d'un coup, je vois la tête à Laura, je suis là, mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais en fait, le problème, c'est que là, tu es dans une situation A, et en fait, tu vas vivre énormément de choses pendant cette année-là. Et le problème, c'est que quoi qu'il va t'arriver pendant cette année de voyage, de tour du monde, eh ben, tu sais que dans tous les cas, tu vas retourner à la situation A. Et le problème, c'est que tu vas pas pouvoir prendre d'opportunités durant ce voyage. Et en fait, j'étais là, mais en fait, oui, c'est vrai. Je voyais un peu plus, encore une fois, que le côté salarié, où j'étais vraiment avec la stabilité le maximum possible. Et, et du coup, je reviens une semaine plus tard voir le directeur et je lui dis, ah, écoute, j'ai pris la décision, bah, c'est très gentil, c'est super de m'avoir proposé ça, mais je vais bah, malheureusement refuser ta proposition parce que j'ai envie d'avoir vraiment toutes les opportunités possibles. Et c'est grâce à ça qu'on a vraiment tout quitté, et que vraiment on n'avait plus de plan B et qu'on n'avait que plus qu'un un plan A. Ok, donc plutôt dans le projet, c'est rare sur la chaîne d'ailleurs, plutôt le type d'entrepreneur d'avoir brûlé le navire, on va dire. Voilà, tous les navires. Ok, ok, ok. Alors pour le coup sur la chaîne, c'est la première fois. Je sais qu'il y a toujours deux philosophies dans l'entrepreneuriat. Bah, notamment moi, je suis plutôt side project. Mm. Je fais monter side project à côté et quand c'est vraiment sûr, je me lance. Et il y a l'autre thèse qui marche très bien aussi, du moins ça dépend les profils, où on brûle les navires et au moins on est sûr d'aller de l'avant parce que de toute façon on peut plus retourner en arrière. Mhm, Et mhm. du coup c'est plutôt ce cap-là pour toi. Exact. Je pense que c'est, ben, pour mon mindset, à moi personnellement, c'est important de viser un truc et d'y aller à fond. Que je sais que, en fait, ben, typiquement, je vais revenir après, mais sur Instagram, des fois, ça te saoule de poster, tu as envie de Mhm. procrastiner, tu as envie de repousser au lendemain. Mais en fait, quand tu n'as pas de plan B, eh ben, tu postes ce réel. Et en fait, c'est ce réel-là qui va faire la différence sur le long terme. Donc ça, c'est hyper important. Et pour répondre à ta question par rapport à Bali, en fait, on décide de partir en tour du monde. À côté de ça, on lance notre marque de maillot de bain et Ila Swim pour justement se dire, on n'avait pas de connaissances en tant qu'entrepreneur. On était vraiment au tout début. Et bah, j'avais ma société de cinéma aussi qui était déjà, que j'exploitais déjà, mais je vais en revenir aussi après. Mais en gros, on lance notre marque de maillot de bain et on s'est dit, bah, voilà, on va voyager autour du monde et en même temps, on va promouvoir nos maillots de bain. C'était un peu l'idée de base. Et ce qui se passe, c'est que le Covid est arrivé et il restait plus que Bali d'ouvert, le Mexique et le Costa Rica. Ok. C'était les seules destinations où l'avion pouvait encore bouger. Et avec Laura, c'était bon, est-ce qu'on repousse notre tour du monde, vu que bah, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, on va peut-être risquer notre vie de partir pendant le Covid, on voyait les hôpitaux commencer à grossir. Puis c'est vraiment, les avions pouvaient encore décoller, c'était vraiment pas le moment où ils ont tout bloqué. Mhm.
Et on s'est dit, allez, on vit qu'une fois, let's go, on part à Bali, on connaît un petit peu Bali, on part là-bas. Et c'est comme ça qu'en fait, on est arrivé à Bali, qu'on est resté bloqué à Bali au final. Ok. Et du coup, ça n'avait pas été trop dur quand même cette période ici à Bali? Alors, c'était, si j'ose dire ça, exceptionnel. C'était exceptionnel parce qu'en fait, l'île était complètement bloquée. Il n'y avait pas de touristes du tout qui allaient ou revenaient. Et ce qui faisait que on pouvait vivre plus ou moins normalement sur l'île. Et nous, on n'a pas eu de passe sanitaire, il n'y avait pas vraiment les masques aussi, ben, pas Ok. beaucoup ici. Euh, et du coup, on a pu vivre vraiment normalement et sans aucun trafic, sans aucune. Les hôtels étaient vides, étaient à 10% du prix à cette époque-là aussi. Et c'est vrai qu'on a aussi rencontré plein d'amis qui étaient restés sur l'île, bloqués aussi. Et du coup, on s'est fait vraiment beaucoup de potes dans cette même ben, vision que nous aussi. Ok. Donc voilà, Des c'était entrepreneurs, pareil, que des francophones? entrepreneurs, ouais. Francophones plutôt? Un peu les deux. Ok. Ok. Allemand aussi, et qui parlait anglais, Ok. hollandais et francophone. Ok, ok, ok. Donc ouais, donc un petit peu mieux quand même que ce qu'on a pu vivre en France, hein. Parce que Voilà. c'était pas fabuleux. Et du coup, il y avait pas peut-être un peu moins anxiogène aussi au niveau des sources d'information. Bah, en fait, nous, on regardait pas la télé déjà de base en Suisse. C'est pas dire qu'on regardait pas Netflix ou des séries, non, pas du tout, mais juste la télé, on regarde pas. Les nouvelles et les infos, pas trop. Bah, ce qui se passe, c'est qu'on voyait pas forcément grand-chose du monde. On voyait un petit peu sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais c'est vrai qu'on n'a pas été forcément euh, eu cette dramatisation qu'on a eue sur les réseaux, Ouais, voilà, sur les médias. C'est pas quelque chose qu'on a été touché, quoi. ok. Ouais, parce que ça, c'était, je sais que moi, la première vague, je l'ai vécu comme ça sur la télé, parce que j'étais chez un ami qui, lui, regardait la télé. Et là, je me disais, ouais, c'est quoi ce truc de fou et tout. Ouais. Alors qu'au final, on en arrive à un stade où on se dit, bon, ok, c'était 2 fois une grippe ou quelque chose comme ça, mais rien de. Peut-être pas avoir tué l'économie mondiale. Ouais, il y avait des cas un peu plus compliqués que d'autres quand Oui, même, bien sûr. mais c'est vrai qu'on a eu la chance avec Laura de ne pas être touché. Vous l'avez pas eu une seule fois? Alors on pense pas, on sait pas, mais on l'a pas Ok. eu, on n'a Du pas eu moins, de ouais, truc. asymptomatique si c'est passé. Voilà, exact. Pas de vaccin non plus? Non. Ok, putain. Et Ouais. donc, du coup, à la suite de ce Covid, donc, tu as parlé aussi un petit peu de ton entreprise dans le cinéma. Oui. Quand c'est qu'elle est venue, c'est là? Alors, à 16 ans, je commence mon apprentissage et à 18 ans et demi, plus ou moins, bah, j'ai ma première voiture avec mon permis. Et voilà, petite anecdote. Comment dire ça? En fait, j'ai acheté mon frère avait reçu la télé du salon dans sa chambre. Ok. Moi, grande injustice, pourquoi moi j'ai pas de télé? Je suis le petit frère. Et du coup, je vais à Interdiscount, qui est un magasin électronique Mhm. en Suisse, et je vais m'acheter un Beamer petit portable à 150 euros plus ou moins, et je le mets dans mon coffre de ma voiture, et puis ben, je me dis je vais l'installer le soir pour l'installer dans ma chambre et brancher la Play dessus pour jouer à la Play. En gros, ça c'était l'objectif. Et en fait, pendant 2 3 jours, j'ai un peu oublié dans mon coffre qui est toujours en bordel, et on était un samedi soir avec des amis en train de boire un verre et c'est vrai qu'on s'est dit ah mais on est trop chaud à regarder un film parce qu'on parlait d'un film spécifiquement et je me suis dit ben, mes parents dorment malheureusement j'habitais encore chez mes parents leurs parents aussi dormaient aussi et je leur ai dit bah, écoutez j'ai un projecteur dans ma caisse et on va dans une zone industrielle chercher un mur blanc et on regarde via le projecteur. Et j'avais mon ordi aussi, donc j'ai pu brancher en HDMI. Et en fait, on avait chacun nos caisses et on s'est installé dans nos caisses pour regarder le film. Et comme on n'avait pas de chaise, ben voilà, on était assis au volant de notre voiture et on a installé le projecteur et on a regardé le film en fait dans une zone industrielle. Bah, j'avais presque 19 ans à ce moment-là. Et en fait, on a tellement trouvé cool le concept, on a trouvé ça trop drôle que ben, j'ai pris le lead et je me suis dit ben, pourquoi pas l'officialiser et de faire un événement avec d'autres voitures pour le rendre public, etc. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas le concept du drive-in américain. Je pensais que limite j'avais créé le concept du drive-in, mais en fait ça existait depuis 80 ans, en 1930, 1940 à peu Ok. près facile. Euh, et ce qui se passe, c'est que ben, j'ai vu qu'il y avait Grease, le film sur les drive-in, le concept américain, je me suis beaucoup renseigné. Et c'est là que je me suis dit, bon,
juste petit aparté, déjà avant, j'organisais 2, 3 soirées beer pong et des soirées dans des boîtes de nuit déjà à l'époque parce qu'en fait, il y avait tellement rien dans ma région que j'avais envie d'organiser des trucs parce que j'aimais bien sortir mais qu'il n'y avait rien. Donc j'ai organisé 2, 3 petits trucs comme ça, donc j'étais déjà un petit peu dans l'événementiel. Et là, vraiment, j'ai eu cette idée que j'ai beaucoup aimée. Donc le cinéma drive-in, j'organise la première projection à Martigny encore une fois, toujours fidèle à Martigny. Et ce qui se passe, c'est que j'ai demandé à mes potes de m'aider pour la conception. Il fallait bien sûr ainsi investir dans le matériel. Et sur ce coup, bah, j'ai trouvé personne. J'ai dû investir absolument tout, moi, de A à Z. Et bah, mon frère m'a aidé. Je me rappelle, il m'a versé 7000 euros sur mon compte pour m'aider pour une partie en fait, du matériel. Et je le remercie encore parce que c'est grâce à lui que j'ai pu investir autant dans le matos. Et ce qui se passe, c'est que première édition du cinéma open air, on fait 80 voitures par soir sur 3 soirs. Ça explose, ça devient énorme. On a 3000 abonnés sur Facebook. À l'époque, tout se passait sur Facebook à ce moment-là. Et du coup, ben, vraiment, c'est parti. J'ai adoré le moment. Les gens étaient hyper contents. On avait des filles en roller qui servaient dans les voitures. On faisait des burgers, des popcorn, des hot dogs. On avait vraiment le concept américain avec les musiques des années 60, 70. Et du coup, vraiment, gros succès. Et en fait, aujourd'hui, ça fait 11 ans que j'organise des cinémas open air de type drive-in et ciné transat aussi dans toute la Suisse romande via ben, ma société que j'ai depuis Alors, maintenant. c'est quoi le nom de la page Instagram qu'on pourra faire afficher juste ici? Alors, Drive-in Suisse. Drive-in Suisse, ok. Et tu fais que au niveau de Martigny ou un peu de partout? Alors, Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Valais, vraiment absolument partout. Et à quel rythmique, par exemple, demain, moi je suis à Genève notamment. Mhm. Du moins, je suis à Genève. Je suis à côté, mais en tout cas, je suis très souvent à Genève. À quelle fréquence il y a ce type d'événement? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup les personnes qui me contactent, que Ok, ça peut être des offices du tourisme, des villes, des sociétés de développement, des garages, d'entreprises différentes. Et en fait, ils me disent, voilà, on aimerait organiser un cinéma drive-in. Comment ça se passe? Et en fait, on collabore avec eux pour l'organiser. ok, Je donne un exemple du garage de Clausen à Gland, qui est ok. connu pour les supercars et les super belles voitures. Et ben, avec eux, on organise des cinémas drive-in spécial voiture ancienne américaine. Et du coup, ben, c'est à côté de Genève, Gland. Et ça cartonne chaque année, typiquement. Ok, ok. Donc ouais, il y en a un petit peu tous les ans, mais c'est plutôt les entreprises, donc c'est plutôt privé. On- Alors, Office du tourisme aussi, on a Champéry, on a les Dents du Midi, on a Ok, Écublanc, ok. on a vraiment plein d'endroits différents, Beauvernier, Sierre, vraiment plein d'endroits. Ouais, mais c'est stylé comme concept. En tout cas, avoir commencé jeune comme ça, parce que du coup, tu l'as créé l'entreprise à quel moment? À tes 18 ans? Alors, c'était à 19 sur ce coup. 19 ans? Ouais. Après, c'était un peu complexe au début parce que je savais pas ce que c'était un entrepreneur à cette époque-là. Je connaissais pas ce concept d'entreprendre, tu vois. On nous a jamais appris à l'école en Suisse comme quoi on pouvait créer ses propres choses. On nous a toujours appris à avoir des bonnes notes pour avoir un bon CV, pour travailler pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment, ça c'est ben, la Parce Suisse que, en tout cas. parce qu'au niveau de ta famille, il y a des entrepreneurs, du moins tes parents sont entrepreneurs déjà, peut-être? Ou Alors, pas pas du, du tout. pas Pas du du tout? tout. Ok, À l'État, bien. Voilà. ok, salarié. Exact. Donc, Ok. même dans ma famille, il n'y a pas du tout d'entrepreneurs cousins lointains. Et en Suisse, en vrai, c'est compliqué de voir des entrepreneurs. Bah Enfin, voilà. ça commence, j'ai l'impression, peut-être un Alors peu. ça commence, ouais. Ouais, Ça commence. mais j'ai bien l'impression qu'il y a un temps de retard sur, Il y a un petit temps de retard. ouais, sur cette partie-là et peut-être même ouais, sur le Valais encore plus, vu que c'est un peu Oui, plus reculé. c'est ça, c'est Ils ça, sont plutôt bons vivants dans le Valais en général. c'est ça, c'est ça. Et pourquoi être resté toujours dans le Valais? Pour le cinéma open air, tu dis? Non, Non, d'une non, pour manière moi. globale. Ben, en fait, à la Banque Raiffeisen, du moment que j'étais bien, je ne voyais pas la nécessité de bouger. Et c'est vrai que j'avais pas forcément, j'avais mes cours à Lausanne. Et à chaque fois, j'avais 1 heure de train pour aller à Lausanne et le retour. Et en fait, je me suis dit, flemme, autant travailler. J'habitais à 100 mètres de la banque, en fait. Ok, ok. Et en fait, vraiment, j'allais à pied au travail et c'était super agréable. Je me suis dit, mais à quel moment je vais commencer à m'enfiler 1 heure aller, 1 heure retour Ouais. pour au final travailler 8h24 plus 2 heures de trajet. Tu travailles t'es à 10h24 pas à la maison, c'est embêtant. Donc, c'est beaucoup plus cette proximité aussi avec la banque que j'avais qui a fait que je suis resté sur la banque. Après, je sais que dans le domaine de la banque, ça peut intéresser beaucoup, mais c'est vrai que les banques en Valais, il y a un certain salaire, mais je sais que on part en canton de Vaud ou au canton de Genève, on peut facilement avoir 1000 à 1500 euros de plus Mensuellement? par mois Ok. pour le même travail. Ok. Ouais, donc les salaires peuvent être plus élevés que dans le Valais. Ouais, après, c'est aussi un confort.
Notamment, moi, je sais que j'ai beaucoup de mon audience qui vont être des frontaliers. J'en ai quand même pas mal maintenant qui deviennent des vrais résidents, notamment moi qui vais très certainement faire le transfert au cours de l'année. Mais justement, généralement, quand on a des postes plutôt en finance, généralement, c'est des personnes qui vont vers la résidence. Donc après, dès qu'on va vers la résidence, on n'a plus de besoin d'être à Genève ou d'être à Lausanne. Du moins, on peut commencer à bouger, hormis à avoir la barrière de la langue, qui peut arriver assez souvent. Mais il y a moins de problématiques, on va dire, sur ce type de poste. Parce qu'il y a pas trop. Il y avait, à la Raiffeisen, ils avaient des frontaliers beaucoup? Non. Non. Ah, dans le Valais, je pense pas. En plus. Non, c'est vrai que il y avait ouais, c'est vrai que c'était on était à Fuy, il y avait beaucoup de Fuyerains, Martigny, beaucoup de Martignerins, c'était pas mal. Ouais, puis peut-être plus. Alors, Genève-Lausanne, je pense un peu plus. Je pense aussi. Même si c'est quand même la finance un métier un peu plus sur les résidents, hein, je pense. Notamment, moi, je sais que j'ai souvent des gens qui, par exemple, une personne a été passée, elle a été embauchée par Microsoft ou un truc, quelque chose comme ça, et on a demandé la résidence à ce moment-là. Mhm. Parce que pour les postes qualifiants, on demande. Ok. Mais d'un côté, je trouve ça normal aussi, en fait, hein, ce qui aide peut-être un petit peu. Mais donc, pour continuer un petit peu sur tes entreprises, donc, tu as fait le taxi drive, du moins le ciné Drive-in. drive, ciné driving, Drive-in. drive-in, Drive-in. ok, Ouais. ciné drive-in. Et à la suite de ça, quel a été le second palier de l'entrepreneuriat? Alors, il y a eu le cinéma drive-in qui tourne, aujourd'hui en automatique, j'ai mis mon staff, etc. Et avant de partir à Bali et faire le tour du monde, on a lancé notre marque de maillot de bain en e-commerce Eila Swim, où on vendait dans le monde entier. Et c'était de l'e-com tout simplement. Et on avait notre fabrique qui était justement à Bali. Et on s'est dit, on va travailler avec une fabrique de Bali parce que justement, on va aller aussi sur place, visiter la fabrique, commencer à côtoyer aussi les personnes qui travaillent avec nous depuis maintenant quelques mois pour les samples et pour les échantillons, etc. Et ça a duré 4 ans. Ok, En gros, c'est plus ou moins dernièrement qu'on a un petit peu lâché prise au niveau de Ayla Swim. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé à Bali, on avait comme objectif, on a vu en fait les personnes qui travaillaient dans les cafés, les restaurants, qui faisaient, qui travaillaient sur Internet digitalement, et on était là, waouh, c'est exceptionnel ce qu'ils font. On a rencontré des gens qui faisaient du forex, du dropshipping, de l'e-com, on voyait des gens qui travaillaient des crypto-monnaies, vraiment de l'investissement. Puis on a découvert tout un autre monde parce que c'est vrai qu'en Suisse, on était très concentré sur le salariat et on n'avait pas vu un peu ces possibilités-là. Et en fait, il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est qu'en Suisse, on nous a toujours appris que plus on travaille, plus on gagne d'argent. Alors qu'en fait, quand on est arrivé à Bali, on s'est vite rendu compte que quelqu'un qui travaillait par exemple juste 2 heures par jour pouvait faire x10 mon salaire que j'avais à la banque. Et du coup, tout de suite, ça nous a fait aussi un choc par rapport à ça, parce qu'on a été éduqués comme ça, en Suisse en tout cas. Et du coup, on s'est dit avec Laura, mais on veut développer quelque chose, on veut pouvoir vivre de notre passion. Nous, c'était hyper important d'avoir quitté notre emploi, de notre travail pour vivre sur quelque chose qu'on aimait bien. Et nous, notre passion, c'est le voyage. Ça a toujours été le voyage. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait sur le voyage? Qu'est-ce qu'il y a comme activité en ligne qu'on peut faire sur le voyage? Et c'est vrai qu'on voyait beaucoup de personnes commencer à créer du contenu sur Instagram par rapport au voyage. Et on s'est dit, let's go, on se lance, on commence à créer du contenu. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne savait pas pourquoi on crée du contenu. On présentait des spots, on voyait des waterfalls, on voyait des cascades, on voyait des temples, des rizières. On documentait un petit peu toute notre vie et notre aventure du début sur Bali. Et en fait, un jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit un DM. Hey, salut Mathieu, j'ai vu que tu vis à Bali, j'y vais bientôt, c'est quoi les lieux à ne pas rater? Et tout d'un coup, j'ai reçu un deuxième message. Ah, salut Mathieu, j'ai vu que tu vivais à Bali, c'est quoi les plus belles cascades, les temples à visiter parce que je vais bientôt avec ma copine? Et un troisième, et un quatrième, et un cinquième. Et en fait, j'ai reçu 322 messages en même pas 2 semaines de personnes qui me demandaient les lieux à absolument faire à Bali. Et avec Laura, on s'est dit, mais là, il y a clairement quelque chose à faire. Il y a un besoin, il y a une demande. Et comme l'objectif, c'était aussi de pouvoir en vivre, on le faisait gratuitement, on écrit du contenu sur Instagram, et on s'est dit, OK, là, il y a clairement quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un site internet? Est-ce qu'on fait un blog? Est-ce qu'on fait une chaîne YouTube? Et là, j'ai proposé à Laura de faire en fait un e-book, donc un fichier PDF avec tous les lieux à ne pas rater à Bali. Il y en avait 68 à l'époque. Et Laura, elle me disait, mais pas du tout, ça va jamais marcher. Tout est disponible gratuitement sur Internet, les blogs, il y a des chaînes YouTube sur Bali et tout. Ça va pas marcher notre truc. Je dis, écoute, un fichier PDF, ça ne coûte rien. Tu es d'accord? Ça ne coûte rien. Elle dit, OK. Alors écoute, on va tester et on regarde ce que ça fait. Et là, en fait, on fait plein de voyages encore pour compléter notre e-book, pour vraiment avoir un e-book idéal et parfait. Et là, on lance en fait
l'e-book. Donc, c'est vraiment un fichier PDF. Moi, à cette époque, j'avais 1700 abonnés sur Instagram et j'avais 15-20 000 abonnés sur TikTok, mais je venais de les prendre, ces abonnés sur TikTok. Et 3400 € de vente, juste avec ma communauté en français. Ok. Et là, on est passé de zéro de revenus sur Instagram à 3400 €. Et là, Laura avait déjà 13 000. Moi, j'avais 1700 abonnés. Laura, elle en avait 13 000, mais que en anglais. Donc, on n'avait pas du tout touché son audience à elle. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais waouh, 3400 € qui rentrent. En plus, c'est de la marge à 100%. C'est du net. Il n'y a pas de e-commerce où on doit acheter un produit derrière pour le rentabiliser. Non, c'est vraiment du net. Et à ce moment-là, exceptionnel, on veut le lancer aussi en anglais. Et là encore, on explose encore plus les chiffres. Et en fait, du moment qu'on a vu qu'on pouvait générer des revenus avec notre e-book, on s'est vraiment mis à 100% sur la création de contenu sur Instagram et à parler en fait un maximum de notre e-book. Et c'est là qu'on a commencé à faire des très gros mois, ce qui nous a permis après d'investir. Ok. Voilà. Ok, ok. Et la marque de maillot de bain, vous l'avez laissée à quel moment? Alors, c'était à peu près 6 jours. Ah, En fait, c'est à peu près, non, il y a à peu près une année qu'on a laissé un peu ok. de côté. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on voyait qu'on vendait nos produits digitaux, nos e-books, très facilement. Et en fait, c'était notre création de contenu tous les jours, notre quotidien qui faisait qu'on vendait très bien. Et le problème, c'est que nous, notre marque de maillot de bain, en fait, on vendait à 114 € un maillot. On avait un coût à 55, 60, ouais, peut-être 50 € pour le coût de la production, plus les frais d'envoi jusqu'à la Suisse, plus le packaging, plus le SAV, la logistique, le local, etc. On arrivait à des 30, 35%, 40% de marge, plus encore un SAV à gérer. Mhm. Et les retours. Tout d'un coup, c'était trop petit, c'était trop grand, la couleur, elle n'est pas exactement comme sur le site. Et en fait, on avait vraiment une masse de travail pour la personne qui s'occupait de la logistique. C'était compliqué. Et en fait, quand on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup plus d'argent avec les produits digitaux et qu'on en faisait beaucoup moins avec les produits physiques, avec beaucoup plus de galères, voilà, ça s'est fait un petit peu tout seul. On s'est dit, on va se concentrer sur ce qui est moins compliqué et beaucoup plus rentable, plutôt que, voilà, malheureusement, continuer notre marque de maillot de bain. Notre site est toujours actif. On fait encore régulièrement des ventes, surtout ces jours où l'été arrive. Donc là, ça vend encore, mais on n'est plus à faire beaucoup de promotions. C'est du Ok. SEO direct. Ok. Ah oui, donc sur du référencement. Ouais, référencement, et on avait encore mis un petit peu un budget ads l'année passée, mais cette année, je pense qu'on va pas envoyer des ads dessus. Mais vraiment, c'est pour liquider le stock, plus ou moins. Et comment tu as appris les connaissances des réseaux sociaux et notamment du SEO aussi? Parce que là, tu viens de relever un point. Mhm. Alors, en gros, les réseaux sociaux, il faut se dire qu'on a essayé de faire tout seul. On a commencé à regarder un petit peu à gauche à droite qu'est-ce qui se faisait et ça ne marchait pas du tout. Ok. Pendant 3, 4 mois, 5 mois, on décollait pas avec Laura, on comprenait pas pourquoi et on faisait pas des vidéos exceptionnelles, on faisait 500, 700 vues par vidéo et on comprenait pas et on s'est acharné parce qu'en fait on s'est dit un truc avec Laura, en fait on ne rentre pas en Suisse revoir notre famille tant qu'on n'a pas réussi. Ok. C'était notre challenge. Et en fait, c'était notre pourquoi, c'est notre why. Et du coup, ça nous a vraiment super motivés pour la suite. Et donc, on a posté. On a essayé d'apprendre. À chaque fois, on a analysé nos statistiques. Qu'est-ce qui a marché? Pourquoi les gens ne sont pas restés 3 secondes? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi on n'a pas de commentaires? Et en fait, à force de faire 50, 100, 150 réels, on a commencé à apprendre beaucoup de choses et à commencer à avoir 2-3 réels qui pètent. Tout d'un coup, encore quelques-uns qui pètent. Et c'est là qu'en fait, en 2023, Laura, elle a gagné 280 000 abonnés en un an. Et moi, j'en ai gagné à peu près 100 000 aussi en un an. Ok. Et c'est vraiment que là où ça a explosé. Et tu penses que quels ont été les facteurs de votre réussite ou de ta réussite sur les réseaux? Alors, je pense que moi, j'ai toujours cette phrase que je dis, la persévérance vaut plus que le talent. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui est talentueux, il va facilement réussir ce qu'il fait. Mais si tout d'un coup, il a un obstacle, il va peut-être passer sur l'obstacle sur le premier. Mais dès qu'il y en a 2, 3, 4, quelqu'un qui est talentueux, il va peut-être laisser tomber. Et le problème avec ce qui se passe avec Instagram, c'est que tu auras dans tous les cas des obstacles. Parce que même si tu fais de la création de contenu depuis des années et que tu sais comment créer du contenu, tu auras des moments où ça va flopper. C'est obligatoire. Tu peux pas faire que des réels à plus d'1 million de vues, c'est pas possible. Et ce qui se passe, c'est que je me vois pas comme quelqu'un de plus talentueux que quelqu'un d'autre au niveau de la cinématographie, au niveau du script, au niveau du storytelling. Par contre, je suis quelqu'un de très persévérant et je pense que c'est vraiment la clé pour réussir. Ok, ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien prendre en valeur de référence quand je dis aux gens, que ce soit dans l'entrepreneuriat, pas forcément dans la création de contenu, mais dans l'entrepreneuriat, j'aime bien prendre aussi l'exemple de, bon, c'est pas exactement pareil, mais Messi et Cristiano. Ouais.
quelqu'un de talentueux, on ne sait pas quand on commence un projet, plutôt quand on démarre l'entrepreneuriat, on ne sait pas si on est talentueux dans quelque chose, donc dans la création de contenu. Donc si tu es Messi, tu fais ta première vidéo, ça explose, parce que tu es talentueux. Mais moi, je préfère partir du principe que je suis Cristiano, c'est-à-dire que je vais travailler toute ma vie et je vais y arriver. Maintenant, si je suis talentueux, ça arrivera avant. Mais en tout cas, dans tous les cas, tu arrives au même but final, c'est que les deux sont leaders mondial du football, on va dire. Pourtant, je ne regarde pas du tout le foot, donc je pense que c'est référence pour rien. Mais les deux sont numéro un, on va dire, dans leur ligue, sauf qu'il y en a un qui a dû travailler vraiment toute sa vie pour y arriver, et l'autre, c'est un peu inné, mais ça, on ne peut jamais savoir au préalable réellement notre talent C'est ça. pour la chose. Ok, ok. Et après, cette marque de vêtements, vous avez dû faire des modèles peut-être aussi? Comment, du moins, parce que pour créer tu m'as dit la persévérance c'était le point fort, mais tu as quand même peut-être appris le SEO, tu t'es éduqué comment en autodidacte, tu as suivi Mhm. des formations peut-être? Alors, on a tout appris nous-mêmes et ça a été notre plus grande erreur. Ok, Voilà, tout simplement. Donc en fait, on a fait des virages énormes, on s'est perdu dans les virages, on a perdu 3 mois de notre vie pour une décision qu'on a prise qu'on n'aurait jamais dû prendre. En fait, on a fait énormément d'erreurs. Et je sais que pour la marque de maillot de bain, on aurait dû s'entourer tout de suite de quelqu'un qui avait réussi, de quelqu'un qui avait déjà passé par là. Ça nous aurait fait gagner un temps énorme et ça nous aurait fait aussi faire plus fructuer l'entreprise. On est content des résultats, mais on aurait dû faire ce qu'on a fait en 3 ans, on aurait dû le faire en une année. ok, ok. Donc oui, tu as fait dans le même principe que moi, un petit peu tout seul, tu bricoles à droite à gauche, Ouais. tu te dis vas-y, ça va passer parce que, toi, tiens, justement, pourquoi? C'était quoi la raison pour laquelle tu ne t'es pas fait accompagner, tu n'as pas payé quelqu'un? Quelle était la barrière? C'est juste, tu te dis, on peut y arriver seul? Bon. Bah, en fait, ça peut être bizarre de dire ça, mais c'est vrai que en France, on voit beaucoup de personnes qui font des formations, qui font des accompagnements, etc. Mais en Suisse, moi, j'avais pas ça dans mon feed. J'avais Ok, pas ça, j'avais pas accès en fait à cette information-là. Et du coup, il y a aucun moment où j'avais rencontré tout d'un coup un réel ou un truc qui m'a capté, et qui m'a dit ah mais en fait, la personne elle est super, elle va m'apprendre tout ce que je sais pas. Et en vrai, on aurait clairement investi, c'est sûr et certain. ok. Donc il n'y avait pas quand même une barrière à l'investissement de Mm. minimiser le coût. Peut-être en Suisse aussi, dans l'éducation, vous avez peut-être un peu plus moins de barrières à ce niveau-là, peut-être? Bah, c'est vrai que des formations, ça peut facilement coûter 14 000 à 20 000 euros par année. Donc, mettre 3 000 euros dans une formation, Ouais. c'est pas trop Nous, on dérangeant. ne la paye pas forcément. Ouais, Donc, quand je vois les frais d'ouverture d'entreprise qu'on a eu avec Laura pour Ayla Swim, je me dis que 3 000 euros, ça aurait même pas été visible dans notre comptabilité, tu vois. ouais. Donc, vraiment, on aurait dû se lancer, mais encore une fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ouais. Donc, Et à quel moment tu penses t'es dit que ça aurait pu être une bonne idée de se faire accompagner des fois? Et quand c'est que tu t'es été, parce que moi j'avais pu en parler vite fait avec toi, mais j'en reparlerai là. Mais à quel moment tu as pensé que juste par la suite, tu t'es dit, quand toi tu as lancé un peu des programmes, tu as rencontré des gens, tu t'es dit que ça aurait pu être un accélérateur d'avoir quelqu'un autour de toi à ce moment-là, dans les différentes entreprises, ou c'est un passage peut-être précis Mhm. qui t'a fait dire que c'était peut-être une bonne chose en fait? En fait, ce qui m'a rendu compte de l'importance de se faire accompagner, de se former, c'est vraiment quand j'ai rencontré d'autres entrepreneurs Ok. qui avaient déjà vécu ce que j'aurais voulu vivre en fait et atteint ce que j'aurais voulu atteindre. Et en fait, quand j'ai vu des entrepreneurs qui faisaient des très très gros montants mensuellement et qui avaient des business qui fonctionnaient super bien et qui me donnaient en fait deux trois petites astuces sur un coin d'une table et qu'en fait cette astuce a complètement changé mon business, et ben je me dis qu'en fait il faut vraiment s'accompagner de personnes comme eux. Mais c'est hyper important de s'accompagner de personnes qui ont déjà réussi ce que tu aimerais atteindre. Ça, c'est hyper important parce que on peut voir un petit peu tout sur les réseaux sociaux. Mais si tu as envie d'apprendre à nager, tu vas voir quelqu'un qui sait nager. Si tu as envie de grandir sur Instagram, va voir quelqu'un qui a grandi sur Instagram ou déjà monétisé son compte Instagram ou qu'importe, c'est hyper important. Ou d'e-commerce, pareil, d'avoir quelqu'un qui a déjà créé plusieurs entreprises, plusieurs marques d'e-commerce qui fonctionnent parce que c'est le plus important aussi qu'ils aient eux-mêmes réussi. Ok. Moi, pour dire un petit peu aussi l'anecdote, comme j'avais pu te dire aussi, c'est le moment, parce que je me suis éduqué en autodidacte aussi. Et la fois où j'ai mis mon pôle vente en place, on m'avait proposé un système de payer. Et à ce moment-là, je titillais un peu parce que j'avais déjà eu des gros frais juste avant.
Et puis, ils ont trouvé un arrangement où ils sont payés sur les premières ventes, etc. Puis au final, j'ai fait les plus gros chiffres grâce à eux. Et là, je me suis dit, bon, alors maintenant, je suis beaucoup plus d'attrait à, même s'il faut lâcher des 5-10 points, j'ai beaucoup moins de problèmes parce que je me suis dit que si j'avais pas investi cette fois-là et qu'ils m'avaient pas fait la modalité, on va dire, de paiement, parce que c'était pas le bon moment pour moi, en fait, je ferais pas ces chiffres-là aujourd'hui. Ouais. Donc au final, j'aurais perdu 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être Ouais. sur des chiffres-là. Donc ouais, en fait, c'est peut-être limite indispensable. Pour moi, ouais. En fait, si on veut y aller tout droit et être sûr de ne pas abandonner, et puis de ne pas faire des très gros virages qui te font te perdre du temps, il faut se faire accompagner. Ok. Ok, ok. Et après, justement, pour continuer un petit peu, parce que là, tu as parlé de tes réseaux, tu as parlé de tes e-books, mais maintenant, où tu en es un petit peu dans ce business-là? Et après, on pourra parler un petit peu plus de ton événement aussi Mhm. que tu crées. Mhm. Alors pour y aller étape par étape, en gros, ben là j'étais sur Bali, donc l'e-book sur Bali, et on a vécu donc 2 ans sur Bali, on a fait la promotion de l'e-book à fond, et vraiment il a été vendu des milliers de fois en fait cet e-book, et en fait on s'est dit bah là maintenant c'est le moment de bouger, il n'y avait plus le Covid, il n'y avait plus ces restrictions, donc on a fait un kiff, on est parti 1 mois et demi au Japon, Ok, et on est parti 1 mois en van en Australie pour faire toute la côte ouest. ok, Donc, hyper content de ces voyages-là. Et après ces 2 voyages-là, on a décidé de rentrer en Suisse pour revoir les amis, la famille, après 2 ans et quelques. ok. Donc voilà, ça y est, j'ai pas vu ma famille pendant 2 ans et bah, ça m'a fait hyper bizarre parce que je les voyais tous les jours presque. Et du coup, ben, voilà, ça a fait un énorme gap pour moi et pour eux. Et en gros, ce qu'on a fait avec Laura, c'est que comme l'e-book Bali fonctionnait bien, on a fait un e-book sur le Japon. On a fait un livre otaku au Japon où en fait je suis associé avec un ami qui est créateur de contenu sur les mangas et le Japon où on a en fait créé un livre qui regroupait tous les lieux qu'on pouvait retrouver dans des mangas mais qui sont réels. Ok, Donc à chaque fois en fait tu as la photo du manga et la photo en réel et en fait les personnes pouvaient acheter ce livre justement dans mon festival où j'expliquerai plus tard et aussi en ligne tout simplement sur des landing pages. Et on a lancé aussi notre e-book sur la Suisse quand on est revenu en Suisse. Donc on a quelques e-books aujourd'hui voyage, dont un livre qui est aussi physique. Le Otaku au Japon, c'est un livre qui se vend en physique. ok. Et, Et pour la Suisse? et la Suisse. Oui, le livre, du moins l'e-book sur la Suisse, c'est quoi un petit peu? Alors tout simple, encore une fois, c'est les lieux à ne pas rater en Suisse. Donc les randonnées, les activités, les hôtels très connus, etc. Donc on a fait ça pour le Japon et on a fait ça aussi pour la Suisse. Et c'est où c'est qu'on le trouve celui-là? Sur mon Insta. Sur ton Insta? Ouais. Ok, C'est des automatisations, tout est en automatisation avec ManyChat. Il suffit de tomber sur un réel sur la Suisse. Il y a une automatisation où vous pourrez accéder en fait à mon ok, e-book. Et c'est vrai que j'ai oublié aussi, mais on a fait notre e-book collaboration avec des hôtels. ok. En fait, c'est simple. À chaque fois qu'on a appris une connaissance, à chaque fois qu'on a appris quelque chose que les gens voulaient apprendre, eh ben, on l'a mis sur papier et vendu. Donc typiquement, on a commencé à collaborer avec des hôtels à Bali. Et au Japon et en Australie et en Suisse aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'on a eu énormément de demandes sur les réseaux sociaux et j'ai vu que tu collabores avec des hôtels, comment tu fais, c'est quoi que tu leur proposes, l'email que tu leur envoies. Et en fait, à force d'avoir justement plusieurs centaines de messages, eh ben, on crée le produit qui répondait à chaque fois aux messages. C'est la même chose avec l'ebook Bali. J'avais reçu plus de 300 messages, donc 322 exactement par rapport à l'ebook Bali. Et l'ebook collaboration hôtel, c'est exactement la même chose. Plein de messages et du coup, on sait qu'il y a une demande. Donc on sait que le marché le demande et du coup à chaque fois on vend nos connaissances par rapport à ça. Ouais, c'est un beau positionnement. Voilà. Franchement, c'est un beau positionnement. Parce que c'est vrai que j'aurais pu faire cette méthodologie à l'époque où j'avais créé mes réseaux. J'étais pas aussi affûté à penser que dès que les gens te posent des questions, en fait, tu peux créer le produit. En conséquence, j'ai mis longtemps avant de créer un produit. Et puis savoir le vendre aussi, c'était un grand, grand problème. C'est la force d'Instagram parce que le marché, on est toujours obligé aujourd'hui quand tu as une idée de produit, tu dois le confronter au marché. Mhm. Mais en fait, ce qui est bien avec Instagram, c'est que quand tu commences à avoir des abonnés et de la visibilité, ce que tu fais est directement confronté au marché et c'est le marché qui vient vers toi avec leurs questions. Donc ça, c'est assez agréable. Ok, ok, ok. Et t'as appris où un petit peu le marketing? Euh, Toujours alors, sur les réseaux, peut-être toujours, ou sur des livres? alors moi, en fait, je suis dans le principe de toujours, quand je rencontre d'autres entrepreneurs, j'essaie de faire en sorte que le 80% du temps, c'est eux qui parlent
et moi maximum 20%. Et en fait, j'essaie d'apprendre à chaque fois, à chaque interaction, énormément de choses de la personne. Et en fait, pendant 4 ans, on a rencontré énormément de gros créateurs, de gros entrepreneurs ici sur Bali. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est formé avec Laura. C'est en rencontrant énormément. Et à chaque fois, on a aussi des rencontres d'entrepreneurs qui existent chaque 2 semaines, où plein d'entrepreneurs se rejoignent sur Bali. Et je me rappelle que j'ai été boire un café avec un spécialiste au niveau des relances d'email, un spécialiste avec des tunnels de vente, un spécialiste avec des ads, avec un spécialiste au niveau du closing à chaque fois. Et en fait, j'apprends d'eux un maximum et pour justement pouvoir l'implémenter dans mes business. Ok, ouais. Bon, la meilleure méthode de Voilà, s'inspirer de ce qui des meilleurs. fonctionne, ouais, des meilleurs et de ce qui fonctionne autour de toi. Et après, donc, après ces e-books, après tout ça, qu'est-ce qu'il en est suivi un petit peu? Parce Alors, que je sais que maintenant, tu es, dans plusieurs marchés encore. exact, ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que avec Laura, on s'est rendu compte que plus on publiait sur Instagram par rapport aux e-books, plus on vendait. C'était vraiment c'était corrélé. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'est dit, on sait comment grandir une page Instagram aujourd'hui. Laura, elle a fêté ses 500 000 abonnés aujourd'hui, donc Ok, très contente. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'est dit, let's go, on crée des nouvelles pages Instagram, mais nichées sur nos e-books. Comme ça, en fait, on n'est plus dépendant de nos propres pages à nous, mais c'est les pages nichées voyage qui vont avoir le rôle de vendre nos produits. Et du coup, on a ouvert un compte à partir de zéro de Suisse, du Japon et de Bali. Et aujourd'hui, le compte sur la Suisse a 125 000 abonnés. ok, Sur le Japon, à peu près à 20 000 et quelques, je ne me rappelle même pas. Et le Bali, plus ou moins 20 000 ou 30 000, quelque chose comme ça. Et ce qui se passe, c'est que ces comptes-là, au début, on l'a fait grandir nous-mêmes. C'est beaucoup Laura qui s'en était occupée, parce que c'est elle l'experte Instagram. Et ce qui se passe, c'est qu'après, on a donné la gestion à une community manager qui, elle, en fait, poste à notre place et génère des ventes en automatique. ok, Donc, en fait, on a réussi à se détacher de la vente de nos e-books pour pouvoir faire justement autre chose si on avait envie de développer d'autres projets. Et ce qui se passe, c'est que moi, pour la petite histoire, j'étais dans les toilettes d'un restaurant à Bali, à l'Osteria, un restaurant italien. Et je me suis posé comme ça et je me suis dit, en fait, j'ai cette liberté financière aujourd'hui, cette liberté géographique, cette liberté temporelle, parce que justement, on a nos comptes Instagram secondaires qui vendent à notre place. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce qui me ferait kiffer? Et moi, j'aime beaucoup les mangas et le Japon depuis des années. Et je me suis dit, mais tiens donc, je fais déjà de l'événementiel. Pourquoi pas organiser mon propre festival japonais avec aussi un cinéma open air où on diffuse un animé. Et ça, c'était un petit peu les Matsuri, les festivals d'été au Japon qu'on peut retrouver. C'est quelque chose que j'avais adoré justement au Japon. Et let's go, je suis sorti des toilettes, j'avais cette idée dans la tête et je suis parti en mode tout droit dans cette idée et j'arrivais pas à la sortir de la tête. J'avais vraiment envie de faire ce festival et je me rappelle, j'étais toujours à Bali à ce moment-là, j'étais même pas en Suisse et j'avais envie de faire ce festival en Suisse. ok. Et j'ai contacté justement un créateur de contenu manga Japon en Suisse qui vient de Genève et je lui ai proposé le projet en DM. Il ne me connaissait absolument pas, mais j'aimais bien son contenu, j'aimais bien ce qu'il faisait, Nico Sekai. Et il m'a dit, écoute, je te connais pas, mais je suis chaud, l'idée me plaît bien. À cette époque, j'avais, je ne sais plus combien d'abonnés, mais je n'en avais pas non plus énormément. Et il m'a fait confiance et on a lancé le projet ensemble. On a aussi pris un responsable infrastructure qui s'occupe de la partie bois, un responsable sécurité, un responsable nourriture, un responsable exposant. Et en fait, on s'est vraiment entouré d'amis. En fait, c'est des potes à moi qui sont aujourd'hui dans le festival. Et on a créé ce festival de A à Z. Et on avait comme objectif de faire 1800 personnes. Et au final, on a fait 4500 personnes, donc on a explosé les scores. On a dû agrandir à chaque fois plus le festival, à chaque vente de billets, petit à petit. Du coup, la première année, on était complètement sous l'eau, vu le nombre de personnes. On ne s'attendait pas à autant de personnes. Et c'était un très grand succès. Alors bien sûr, ce n'était pas parfait la première édition. Il y avait plein de choses à modifier qu'on a dû apprendre. Et c'était la première fois pour tout le monde. Moi, d'organiser un événement d'une telle ampleur, c'était ma première fois. Et ce qui est exceptionnel aussi, j'en parle assez souvent, c'est qu'en fait, on n'a pas fait de publicité radio, on n'a pas fait de publicité dans les journaux, on n'a pas fait de publicité de flyers ou d'affiches. On a simplement fait 8 réels.
Donc en 8 réels Instagram et TikTok, on a réussi à faire venir 4500 personnes. Et c'est ça aussi le pouvoir et la puissance d'Instagram, c'est que du moment que tu as des abonnés et que tu commences à avoir une certaine audience, eh ben, tu peux créer n'importe quel projet à partir de zéro et ça a tendance à réussir. Du moment que tu mets ton cœur dedans, ça fonctionne. Donc c'est ça vraiment qui est exceptionnel. On a, avec mon pote qui était aussi créateur, on a publié chacun, je crois, 4 ou 5 réels max et ça a explosé et on a vendu tous ces billets, quoi. Et vous le faites encore maintenant? Alors oui, on a fait la première édition il y a 2 ans, on a fait la deuxième qui s'est hyper bien passée, on a réussi à améliorer un petit peu tout le concept aussi pour le rendre plus joli, investir encore plus d'argent sur la décoration. On a investi aussi beaucoup de temps dans la décoration pour l'immersion en fait, version Japon. Donc deuxième édition, ça s'est super bien passé. Et là, on est en troisième édition, on vise les 6000 personnes et ça va se passer du 22 au 24 août à Gland. Ok, ok. Bon, bah, super intéressant pour ceux qui voudraient venir. Parce que ça, moi, je connais plusieurs personnes déjà qui seraient intéressées par ce type d'événement. Et puis, c'est toujours intéressant de voir, parce que ça doit être vachement complexe à mettre en place quand même ce type d'événement. C'est un bordel. En fait, le problème numéro un, c'est de trouver le lieu. Il faut déjà trouver une commune qui t'accepte, qui ait confiance en toi pour organiser un tel événement. Et du moment que tu as le lieu, ben, il faut la conception, le plan du festival, il faut budgétiser aussi. Et ben, voilà, j'avais de la chance parce que je fais des cinémas open air, donc voilà, ça rentrait dans mes compétences au niveau de l'événementiel. Mais c'est vrai que ça a été un énorme travail. Et pendant 3 4 mois, j'ai dû plus ou moins mettre un peu de tout de côté dans ma vie pour me concentrer sur le festival pour que ça soit réalisable. Oui, parce que tu m'as dit tu as tout fait de toutes pièces, mais est-ce que tu pourrais donner une fourchette d'un tarif pour créer un premier événement comme ça? Alors, on a eu pour 140 000 euros, plus ou moins, Ok. pour la première édition. Ouais, sans compter le fait d'avoir travaillé, du moins d'avoir Alors mis voilà, la main à la pâte soi-même. voilà, c'est du bénévolat, c'est vraiment associatif, c'est vraiment un projet bébé que j'ai créé avec des amis. On n'est absolument pas rémunéré pour ce projet, c'est vraiment le kiff. C'était 100% kiff et c'est clair que on n'a pas compté nos heures. Ouais. Vraiment, on n'a pas compté nos heures. Et je me rappelle que 2 semaines avant l'événement, avec tous les membres du comité, on dormait 4 5 heures par nuit parce qu'il y avait énormément de choses à faire à la fin. Et surtout que moi, j'étais à Bali, j'ai organisé le festival depuis Bali. Après, on est parti au Japon et c'était trop drôle parce que Nico Sekai, mon pote maintenant qui fait partie du comité, on s'est rencontrés pour la première fois dans un bar au Japon. On s'est donné rendez-vous en fait au Japon pour se voir la première fois et on avait déjà eu, je sais pas, 100 heures de téléphone avec lui pour l'organisation du festival. Et en fait, on s'est vu la première fois au Japon. Et ce qui est génial, c'est qu'on a visité en fait des Matsuri d'été au Japon pour s'inspirer. On a été prendre des mesures des stands, on a été prendre des photos de vraiment toute la décoration japonaise. Et quand on a rencontré notre spécialiste menuisier ébéniste de la team, on lui a montré tous les plans, on lui a montré toutes les photos et en fait c'est une légende, on n'aurait jamais pu faire ça nous, Nico et moi, parce qu'on n'est pas très manuel, mais il nous a construit des matsuri, donc des stands japonais version japonais de A à Z et on n'en revenait pas tellement que c'était trop bien fait et c'est grâce à ces gens comme ça qu'on a réussi à avoir un festival qui fonctionne. Ok, ok. Donc là, sur ce projet-là, c'était plutôt la force de l'entourage et les personnes qui étaient autour de toi qui ont réellement mis à En aboutir fait, ce projet, quoi. tout seul, c'est impossible. Tout seul, c'est impossible. Moi, je suis très nul manuellement. C'est vraiment une catastrophe. J'ai ma zone de génie qui est le marketing et les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que tout le reste, tout ce qui est conception, le bois, le commande de marchandises, etc., ça a été tout nouveau pour moi. Et on a dû commander. On avait eu pour 45 000 euros de stands de bois pour justement la conception de ces stands pour les exposants. Et c'était un montant gigantesque. On a dû budgétiser tout ça. On a dû faire ça. On a dû louer un local qui nous coûte 1000 euros par mois pour justement construire aussi ces Matsuri. Ok. Et après, on a dû prendre des camions pour les transporter pour le jour J. C'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de travail. Et en fait, si tu n'es pas passionné, ça ne marche pas. C'est pour ça que moi, ma première chose quand j'ai rencontré, quand j'ai pris les gens dans le comité, c'était est-ce que tu es passionné par les mangas? Est-ce que tu aimes le Japon, les mangas? Parce que si ce n'est pas le cas, en fait, tu ne vas pas mettre ton cœur dedans et tu ne vas pas le faire avec plaisir. Et l'objectif, c'est de le faire avec plaisir. Ok, ok. Donc stylé comme projet, vraiment pas mal. Et t'en as, du moins, où t'en es? Qu'est-ce que tu projettes à court, moyen, long terme avec ces différentes entreprises? Parce que du coup, t'es un petit peu partout. Ouais. Mais où c'est que tu vas? Est-ce que tu sais ou est-ce que tu vis au jour le jour? Alors, en fait, on a rencontré aussi un
problème avec Laura, c'est que on faisait beaucoup de choses et on ne pouvait pas les faire toutes ces choses bien. En gros, c'est ça. Donc, en fait, on a commencé assez rapidement à déléguer. Donc, tout ce qui est Sky Cinema, ma société Drive-In Suisse, tout est délégué. Maintenant, c'est toutes des personnes de confiance et des amis à moi qui s'en occupent. Donc, ils s'occupent de la gestion, de la mise en place, du montage, des montages, etc. Donc, ça, c'est géré. Les pages destination, aujourd'hui, c'est les community managers qui gèrent. Et la swim, voilà, on a mis un petit peu de côté. Entre-temps, on a investi on a construit notre propre villa à Bali juillet l'année passée. Voilà, on avait nos e-books qui généraient des revenus tous les mois et on devait placer cet argent. Donc on s'est dit, pourquoi pas investir dans notre propre villa à Bali. En fait, ça a toujours été un rêve pour nous de construire, d'avoir notre propre villa. Et aujourd'hui, c'est un objet de rendement, ce qu'on appelle en Suisse un objet de rendement. Je ne pense pas qu'en France, vous l'appelez comme ça. Mais en gros, c'est pour du rendement. Elle est sur Airbnb et Booking.com. Et ça a des très, très beaux rendements aujourd'hui sur Bali. Vous y vivez pas dedans? Non. Ok, donc Non. vous êtes locataire et vous louez, vous avez une villa de rendement. Exactement. Ok. On a construit pour la louer. Et nous, on a pris une villa sur 3 ans. Ok. On a bloqué 3 ans la villa et on vit dedans. Ok. Ouais, Ok. Ouais, parce que c'est plus rentable comme ça, je présume. Alors, c'est plus rentable et aussi, notre villa qu'on a construite, elle est bien pour 4-5 jours, une semaine. Mais c'est vrai qu'on avait envie de encore plus d'espace et de plus de chambres. Et du coup, on a souvent des amis qui viennent de Suisse qu'on accueille dans Ok. notre villa. Et comme notre villa a une chambre, à la villa Eila, elle n'a qu'une chambre. Donc, Ah, celle que vous louez. exact. Et celle que vous avez, vous? Pardon, Ouais. celle où on vit, elle a 2 chambres Ok. pour justement faire venir du monde. Et celle qu'on a construite, elle a qu'une chambre parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne très bien sur Bali. Il y a beaucoup de couples qui viennent et c'est vrai que des 2 chambres se louent de moins en moins et les 3 chambres, 4 chambres encore pire. Donc souvent, les 1 chambre sont très recherchées et c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne bien. Et c'est vrai que notre présence sur les réseaux nous ont permis d'avoir 12 ou 13 ou 14 000 abonnés sur la page de la villa. Et du coup, on est presque à un taux d'occupation de 100%. Et combien ça rapporte peut-être et combien ça a coûté une villa comme ça? Parce que déjà, elle a été construite quand? On a signé juillet 2023 Ok, donc pas si vieux. et elle a été terminée juillet 2024 au jour près. Donc vraiment, ça a Ok. duré pile 1 an. Pas Pile de 1 an. problème? Aucun problème. On l'a fait avec des amis. Et on a fait confiance à des amis pour la création, pour Ok. le suivi des chantiers, etc. Et c'est eux qui étaient en fait les architectes du projet. Et puis, on leur fait très, très confiance. Et franchement, la villa, elle est extraordinaire. Ok. Donc, très content. Concrètement, en termes de chiffres, on est plus ou moins à 160 000 euros Ok. à payer cash. Par contre, il n'y a pas de crédit possible sur Bali. Et aujourd'hui, elle vaut déjà 200 000 parce que, en fait, depuis qu'on a signé en 2023, les prix des terrains ont augmenté de 15 millions les 100 mètres carrés à plus ou moins 20 à 22 millions le mètre carré, rien qu'à l'endroit où on est. Donc, c'est vrai qu'elle a pris de la valeur depuis. Donc, ouais, pour les personnes qui aimeraient tout d'un coup investir, on n'est plus à 160, mais on est facilement à 200 pour une chambre. Et en termes de revenus, en net, après impôt, on est entre 2002 et 3000 plus ou moins par mois. Ok. Voilà. Après déduction, bah non, mais il n'y a Tout. pas de crédit. Ouais. Donc, après déduction des impôts, de la laundry, du staff, du Ok. pisciniste, Ah ouais, la jardinier, conciergerie. absolument tout. C'est vraiment entre 2002 et 3000 qui rentrent dans la poche. Ok. Donc stylé Ouais, comme investissement. C'est 5 ans de retour sur investissement et à partir de la 6e année, on a entre 2002 et 3000 qui tombent tous les mois. Ok. Ok. Jusqu'à 25 ans. Donc on a loué le terrain 25 ans. Et bah, vous pouvez pas. Si, vous pouvez le prolonger, hein. On peut prolonger de 10 ans. Ok. Voilà. Et en gros, là, on a un contrat de 25 ans avec le propriétaire du terrain qu'on a loué. On a construit notre propre maison dessus. Donc la maison nous appartient, mais pas le terrain. Et ce qui se passe, c'est que du moment qu'on finit le leasehold sur la villa, et dans 25 ans, dans la théorie, si on ne reprolonge pas, le terrain revient au Balinais et la maison aussi. Ok. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le système de l'achat sur Bali. Alors, on peut faire en leasehold, donc de louer le terrain, ou alors on peut même acheter le terrain au nom d'une entreprise, ce qui nous permet de l'avoir à vie. Mais le prix est 3 à 4 fois plus élevé. Et il faut aussi vouloir un investissement sur le très long terme sur Bali. Ok. On s'est dit que 25 ans, c'était très bien déjà de voir un peu comment l'île allait aussi. Oui, comment elle allait évoluer. Voilà, par la suite. Et vous vous projetez toujours à Bali les prochaines années? Parce que du coup, vu que vous louez, c'est sur 3 ans.
Mais est-ce que les prochaines années, vous serez toujours à Bali? Est-ce que vous avez prévu peut-être d'aller voir ailleurs, je sais pas, Miami, Cancun, Tulum, Ouais, ouais. notamment Tulum qui est très très beau aussi. T'as Alors, fait? alors non. En fait, on aimerait beaucoup. Nous, on aime beaucoup le slow travel où on reste minimum 2 à 3 mois sur le pays, dans Ok. la destination, pour bien comprendre, pour bien avoir une routine aussi sur place, pour savoir si on kiffe ou pas. En gros, c'est ça. Et on sait qu'on aimerait partir 3 mois peut-être à New York, États-Unis pour tester. Miami, pareil. On aimerait faire Mexique sur 3 mois. On aimerait partir aussi 3 mois en Thaïlande, là où il y a beaucoup d'expatriés. Et on aimerait tester, en Vous l'avez fait, un pas fait petit peu à encore, gauche à droite. Thaïlande? Alors, on a fait Thaïlande, mais 2 semaines et demie en Ok. vacances. Donc, Ok. c'est pas du tout la même vibe. On sait pas encore Ouais, trop non, quoi, c'est pas. comment. Et on pense que ça va nous plaire. Et comme on a en fait cette liberté géographique, eh ben, on pourrait faire un peu, on peut vivre un peu dans n'importe quel Ouais. endroit du monde. On aimerait partir aussi 3 mois au Japon, là, tout bientôt, et aussi refaire Sydney. 2 3 mois. Donc là, on aimerait bouger un petit peu à gauche à droite Ouais, pour aller petit à découvrir petit peut-être. pour découvrir, voir ce Et qu'on Dubaï? kiffe. Dubaï, Je vois pas pour moi, je remarque pas trop le personnage ni chez toi ni chez ta conjointe, non. mais C'est vrai que ça nous botte un petit peu moins, ça nous correspond un peu moins. Alors, on a fait Abu Dhabi, on a visité Abu Dhabi parce qu'on avait une collab avec eux, mais c'est vrai que Dubaï, on n'a jamais visité. On a juste vu à travers les réseaux sociaux. Et c'est vrai que nous, on est très nature, on est très palmier, on est très plage, on est très. Voilà, et c'est vrai que Dubaï, on a plus l'impression que c'est du béton ou du désert, voilà, en gros. Même si ça a l'air très bien, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui nous botte et qui nous donne très envie. Par contre, on a beaucoup, beaucoup d'amis qui vont partir à Dubaï vivre. Et du coup, on va peut-être faire un mois avec eux, avec nos amis, pour découvrir juste pour Dubaï, pour voir une fois. Mais c'est pas dans les projets du tout d'aller vivre. ouais, je crois qu'au niveau du service, ils sont très très bien à Dubaï. Mais après, sinon, c'est très superficiel, du moins très cher et très superficiel. Voilà, Parce que je crois qu'en train de vie, là, par contre, on explose les budgets. exact. Ouais, et moi, je Ouais. crois qu'on m'a dit un petit peu. Après, moi, la Thaïlande, j'ai énormément aimé. J'ai fait 3 mois. Thaïlande, Laos, Cambodge, j'ai fait un mois, un mois, un mois. Et si je dois comparer à Bali, franchement, ça se tiendrait. Bah, en fait, Canggu, j'aime beaucoup parce que bah, culture, sport, nutrition, Ouais. entrepreneuriat. Donc, Ouais. on a quand même un triplé bah, pour les gens qui veulent entreprendre, tout ça, qui est super bien. On prend soin de son corps, on fait du sport, on mange bien, on fait du beau réseau parce qu'il y a quand même un peu tout le monde qui vient passer son hiver ici. Donc, Mhm. on peut rapidement connecter avec plein de gens. Tous les sales teams, bah, voilà, du moins, il y a un peu tout le monde ici. Donc, j'aime beaucoup Bali. Après, en termes d'atmosphère pure, du moins, sans parler de vraiment l'hygiène de vie, bah, petite préférence pour la Thaïlande quand même. Ok. Mais networking et hygiène de vie, on est quand même nettement au-dessus avec Bali, hein. Ah ouais? Je crois que c'est même pas Et c'est con. quoi qui te plaisait plus sur la Thaïlande? Le mood. Je peux pas mettre un mot ou expliquer quelque chose, mais je sais pas, j'ai plus préféré la Thaïlande, plus le mood général. Mais c'est pas le networking, c'est, je sais pas, peut-être les locaux, peut-être les restaurants, du moins l'ambiance générale. Et je préfère là-bas, peut-être moins de circulation aussi. Oui, c'est possible. Parce que la circulation, c'est quand même un. Du moins, surtout à Canggu notamment. Ouais, ouais. Mais voilà, la circulation, c'est quelque chose aussi. Mais je sais pas, j'ai préféré sur pas mal de points la Thaïlande. Ma copine aussi, elle préfère la Thaïlande aussi. Mais on kiffe Bali, notamment Canggu, notamment bah, pour l'hygiène de vie Mhm. et le networking, Mhm. qui sont bah, là, indéniables. Mais Ouais, par exemple, à Canggu, on a moins les belles plages. c'est On va clair. plus se retrouver. Bah, là, je reviens de Nusa Penida. Mhm. Bon, il n'y a pas mieux, je crois, autour. Après Canggu, c'est clair qu'on pense à Batu Bolang direct. Et moi, j'habite à 15 minutes en fait côté Tanalot, côté plus le nord de l'île. Et en fait, moi, j'habite à même pas 5 minutes en scoot de la plage. Et moi, j'ai une plage de sable noir en fait Ok. pile là. Et en fait, je suis à 10 15 minutes du fit à Elite. Mais Ok. je suis à 5 minutes d'une magnifique plage de sable noir qui est T'es de exceptionnelle. VRCC? Ouais, c'est ça, c'est ouais. Ok, c'est là où on loge en ce moment. Ouais. On a pris Et une villa. il y a un super bar avec coconut et tout, avec les guirlandes et tout. Et la plage de sable noir aussi, elle est Ok, très très belle. Et ouais, du coup, Canggu, ok, Batu Balang, c'est clair que voilà, très touristique. Mais rien qu'on fait faire 10 minutes de scooter pour aller plus loin vers la plage, et c'est déjà des très, très jolies plages. ok, ouais, on ne s'est pas trop écarté. C'est vrai qu'à Canggu, on a fait la plage de CC, quand Ouais, même, qui est déjà un peu mieux. Mais c'est la seule qu'on a fait, parce que bah, Canggu, quand je suis venu ici, moi, c'était vraiment sport, sport, ok. travail, sport. Ouais, ouais. En fait, pour moi, je ressens le besoin dans cette ville bah, de faire du sport, de bien manger. Et genre, ça direct, t'as une traction C'est clair. là-dedans. Ah, c'est clair, hein, tout le monde prend soin de lui.
Ouais. Tous nos amis font du sport et du coup, automatiquement, on mange bien, on fait du sport. Ça pousse les gens vers le haut. Donc, c'est Ouais. ça, c'est qui est bien. Et puis même quand tu vas dans la rue, du moins tu le vois. Hein. Ah oui, C'est comme je disais la dernière fois, je disais à mes amis, je dis, ah, vous allez voir Canggu. Canggu, c'est du mannequinat à ciel ouvert. C'est tout le monde est taillé, du moins tout le monde fait du sport toute la journée, ou tout le monde entreprend. Parce qu'après, c'est toujours pareil, ceux qui entreprennent le plus n'ont pas le temps de faire autant de sport, à moins que du coup leur sport, ça soit leur travail. Notamment, toi, tu vis pas du sport. C'est comme j'ai dit, moi, je pourrais pas vivre ici tout le temps. Parce que la problématique, c'est que si je reste ici, je vais faire du sport comme un fou, parce que j'aime bien quand même aussi. Mais le problème, c'est que c'est pas mon corps qui me rapporte de l'argent. Du ouais, moins, non, c'est clair. il n'y a pas de facteur là-dedans. Toi, je crois pas trop non plus. Hein. Non, l'équilibre est dur. Entre prendre soin tous les matins, c'est vrai que ça prend du temps. Hein. Ouais. Moi, au final, je vais à Elite à 8h, à 11h30, midi, je repars à ce qu'on mange, on chill un petit peu avec les amis. Et du coup, ça prend vite du temps. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé à Bali, je suis arrivé dans la salle à Buddy Factory, je voyais que des gens monstrueux et vraiment hyper balèzes, hyper fit et tout, hyper bien. Et je me suis dit, mais en fait, je suis pas à ma place là. Je venais de Martigny, de Suisse. J'avais fait 3 fois la salle. J'étais pas vraiment très à l'aise. Et je me suis rappelé ce que m'a dit un entrepreneur. Il m'a dit, en fait, c'est important si tu veux évoluer de toujours t'accompagner de personnes, toujours côté des personnes meilleures que toi. Et en fait, dans le business, c'est très juste, mais aussi dans le fitness. Et en fait, je me suis dit, en fait, je suis au bon endroit, même s'ils sont tous à des niveaux ultimes. Ouais. Et en fait, c'est grâce à eux et c'est en côtoyant des gens comme ça que je vais m'améliorer au fit et que je vais pouvoir voir des résultats, etc. C'était quoi la phrase? Moi, on m'avait sorti une phrase aussi dans le même sens. C'était si tu es dans une pièce et que tu es le meilleur dans un domaine Ouais. que tu recherches, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Exact. Ouais, c'était ça. Elite, moi, premier jour, j'ai dit, bon, je suis pas au bon endroit. Pourtant, d'habitude, j'aime bien quand même la compète. Mais là, je suis arrivé, j'étais tout fat. J'ai dit, bon. Et puis après, au final, je me suis dit, non, mais en fait, c'est mort. Du coup, je partais. Ouais, après, du coup, j'en suis rentré dans une extrême opposée où ça n'est pas tenable à la durée. C'est que du coup, je faisais les 3 heures le matin, du moins 2 heures de sport, plus 1 heure de recovery, bain glacé, tout ça. Puis après, le soir, je retournais courir 1 heure. Ah ouais, quand même. Ouais, je suis reparti courir, j'ai arrêté de fumer. Bon, au moins, ça a fait. Ouais, c'est drastique. Hein. C'est drastique, mais je me suis dit, bon, mon business ne tourne pas autant de mon physique, donc c'est bien, ça me fera du bien de moi, mais après, il faut arriver à faire juste une petite séance le matin, tranquille, du moins hygiène de vie, mais plus travailler parce que j'ai plus besoin de travailler que de faire un culte de mon corps, à moins que demain je sorte d'une formation fitness, mais voilà, c'est pas dans les projets. Moi non plus. Ça non plus. C'est clair. Et donc, du coup, donc là, tu as prévu de bouger un peu plus, donc peut-être de changer de domiciliation alors. Alors, en fait, j'étais domicilié en Suisse jusqu'à encore fin de l'année passée. Parce qu'en fait, on n'a pas bougé parce qu'on ne savait pas. On n'était pas encore sûr exactement de l'endroit où on allait vivre, etc. Et en fait, c'est simplement qu'on passait plus de temps sur Bali qu'en Suisse. Et du coup, automatiquement, voilà, on doit payer les impôts à l'endroit où on est le plus sur place. Donc, début d'année, au final, 2025, on est parti en Indonésie et on a notre boîte en Indonésie et aux États-Unis aussi. Maintenant, Ok. on a... Voilà. Ok, donc Indonésie et États-Unis pour les sociétés. Et oui, après tu vas essayer peut-être Tulum, tu devrais aimer, sauf la partie insécurité. Ouais, j'aime bien la sécurité à Bali. Hein. Ah ouais, c'est Ah, quand le fait même. de pouvoir être à 4 heures du matin dans la nuit, dans la jungle et autres. Ah bon, à part les serpents, mais Ouais. tu vois, c'est le seul truc qui pourrait faire peur Ah ici. non, Quoi. Tulum, c'est pas c'est quand même pas le. Ouais. Nous, on a fait une soirée. En fait, le truc du Mexique, c'est que tu le vois parce que j'ai fait Mexique-Brésil. Le Brésil, tu ressens l'insécurité. Du moins, je sentais un poids de ne pas se balader la nuit, tout ça, notamment à Copacabana. Et Tulum, du moins Tulum, Playa del Carmen, tout ça, là-bas, c'est différent. C'est que je ne ressentais pas le poids. Par contre, tu apprenais qu'il se passait des choses. Genre, on a fait une soirée influenceur, du moins soirée influenceur. C'est juste qu'ils avaient mis ça en gros titre. 95 dollars l'entrée. Donc, on est quand même sur un gros budget. 24 dollars le cocktail. Donc, on est sur les budgets suisses quasiment. On va là-bas et on apprend que 10 minutes avant qu'on fasse la soirée, il y a eu un meurtre devant la soirée. Ouais. Et là, tu dis, bon, ok, tu ressens pas de poids. Mais bon, tu vois les choses passer. Tu dis, bon, ok, il y a des meurtres tous les 5 minutes. On est à Touloum, c'est une toute petite ville. Et il y a l'armée qui passe avec des mitraillettes dans les rues et tout. Mais vraiment, ils font toutes les rues comme ça avec les mitraillettes et tout. Tu dis, mais ok, la ville, elle doit faire 10 000 habitants. Ah ouais. C'est pas totalement normal, un truc comme ça. Ça sur une grosse ville comme Rio ou un bail comme ça. Ouais, je Ok, comprends. tu vois. Mais là, dans un petit village. Ouais, c'est je pense, ce qui me plairait le moins.
Moi, je suis en mode hyper sécurité pour ce qui Ouais. s'agit de ça. J'ai mon gros casque de moto alors que je suis en scoot, tu sais. J'aime bien. Ouais, non, mais alors, tout le monde, je pense, tu vas kiffer le côté paradisiaque, hein, parce Mhm. que c'est vraiment incroyablement beau. Du moins, voilà. Mais par contre, après, au niveau des salles de sport, je crois qu'ils sont pas trop bien lotis. J'y allais pas trop là-bas, mais je crois que c'est pas un truc de ouf. Et insécurité, on le ressent. De toute façon, il faut que j'essaye, hein. Ouais, bah après, faut un peu tout essayer. Après, Thaïlande, je pense que c'est un Ouais, bon compromis en vrai. ouais. Sécurité aussi au top. Ouais, sécurité, on est pas mal. Puis c'est beau. Il y a un peu tous les univers, un peu comme on retrouve à Bali. Mhm. Parce que si on va sur Chiang Mai, Chiang Rai, on retrouve un peu le côté Ubud. Ouais, Et si on va plutôt sur, si on va sur Pattaya, tout ça, moi j'ai fait Pattaya, j'ai pas aimé du tout. ok. Je me suis fait tatouer et on a pris une villa une semaine, on est parti au bout de 3 jours. Ah ouais. On est reparti sur les îles parce qu'on a dit c'est pas le bon bail. Ok, ok. Et donc toujours rester en voyage ou tu vas retourner après en Suisse par la suite? Alors, l'objectif, mais ça peut changer vraiment du jour au lendemain, et c'est ça que j'adore dans ma vie, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plan précis en termes de quand on va où. Euh, En gros, on pense faire l'été en Suisse, parce que il y a les cinémas open air pour aller un petit peu voir comment ça se passe, et surtout le festival que j'organise, et les amis, la famille, bien sûr. Donc l'été, c'est hyper cool avec le lac Léman, etc. Et ensuite, tout le reste du temps, entre Bali et d'autres destinations, là, on a prévu de partir normalement aux Philippines, au Japon et en Finlande aussi. Donc, on a plein de petits voyages un petit peu à gauche à droite. Ok. Donc toujours une racine avec la Suisse quand même. Ah oui, alors c'est sûr, parce que l'été, on aime bien passer dans les cafés, dans les restos. En Suisse, c'est vraiment sympa. Au bord du lac, c'est super cool. La petite fondue. Et ouais, en été, moins, mais oui, ça fait toujours plaisir de venir en Suisse 3 4 mois. Est-ce que tu penses que la Suisse a pu t'aider peut-être financièrement ou en termes de culture à en arriver là à l'heure actuelle? Alors, c'est une très très bonne question. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance avec mes parents. Ok. Ma mère, elle m'a toujours poussé à travailler, à faire mes devoirs, alors que je procrastinais parce que je suis pas quelqu'un qui aime bien exécuter les ordres. Et voilà, c'est pour ça que je suis mon patron aujourd'hui. C'est parce que j'aime pas trop avoir ces ordres derrière. Et ce qui se passe, c'est que ma mère m'a beaucoup, beaucoup poussé, m'a beaucoup aidé. Et je pense que c'est aussi grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Et c'est clair que, on dit toujours que les formations et l'école en Suisse est vraiment excellente. Par contre, au niveau business, entrepreneuriat, mindset, pas du tout. Ok. Donc voilà, les bases, c'était excellent en Suisse, très bien, les maths et tout, la géographie et tout. C'est vraiment très bien au niveau du respect, au niveau des valeurs, au niveau de tout ça, c'est exceptionnel. On est vraiment, je pense, très bien éduqués. Mais c'est clair que le mindset, de fait de sortir du carré, le fait de sortir de cette case que tout le monde est, et cette normalité au final que tout le monde travaille 42 heures pour quelqu'un d'autre que soi, et que tout le monde est OK avec ça, pour moi, c'est ce qui m'embête un peu en Suisse. Ok. Mais ça t'a peut-être aidé, comme je disais, financièrement, sur le leverage de pouvoir entreprendre, de pouvoir voyager aussi, Mhm. découvrir d'autres pays. Pas sur l'entrepreneuriat, ça je me doutais. Oui, alors c'est clair qu'en Suisse, on a toujours un peu ce challenge entre les Français et les Suisses. Ah, mais vous gagnez plus d'argent, mais vous avez plus de charges. Oui, mais les Français, vous gagnez moins, mais vous avez aussi moins de charges. Mais en fait, c'est ce qu'on peut appeler du prorata. Donc si moi, je gagnais 6 500, 7 000 euros par mois avec la banque et que je dépensais 3 500 à 4 000, qui était énorme en termes de mensualité, au final, à la fin du mois, il me reste quand même 3 000 d'épargne. Oui. J'arrivais à économiser entre 2 500 et 3 000 euros d'épargne tous les mois quand Ok. j'étais salarié. Alors que un Français, je ne sais pas trop combien on gagne en général, mais peut-être 2005, 3000. 2000 la moyenne. Ouais, 2000. Et du coup, c'est plus compliqué d'économiser des gros montants quand tu pars déjà avec 2000. Donc c'est clair que la Suisse permet, et je connais beaucoup de personnes qui voilà, sont venues aussi en tant que frontaliers pour travailler en Suisse, parce qu'en fait, ça vous permet vraiment d'économiser un gros montant et de pouvoir ensuite pouvoir l'investir à gauche, à droite. Et c'est là qu'on commence à avoir un patrimoine. Ouais. Donc on en arrive quand même. De toute façon, je crois qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont passés par la Suisse. Déjà toi, moi, Brian que tu connais Mhm. aussi, Michael aussi qui est passé parce qu'il va passer sur ma chaîne aussi juste avant. Alec Henry, je crois qu'il est passé par la Suisse. Lui, il est Dropshipping. suisse, je crois. Ah, il est suisse. Ouais. Voilà, donc Alec Henry est suisse. Bon,
que de toute façon, qu'on soit passé par la Suisse Oui, en tant que frontalier ou qu'on soit suisse, voilà. dans tous les cas, on arrive plus facilement à Mhm. avoir une épargne qui permet d'investir ou de voyager ou d'entreprendre, faire ce qu'on a envie de cet argent, mais on arrive quand même plus facilement à créer, dire à un Français, vas-y, épargne 10 000 euros, pff, ça va décoiffer. Ouais. Dire à un Suisse, épargne 10 000 euros, bon, s'il réduit tous ses budgets, au pire, il va faire ses courses en France. Bon, on connaît tous un peu les schémas, mais je veux dire, on Ouais. minimise au maximum les dépenses. Ça se fait, du moins, relativement bien. Mhm. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont gravité autour de ce pays avant de devenir les entrepreneurs qui sont, les investisseurs qui sont. Mhm. J'ai quand même cette forte impression. Je sais pas si toi tu l'as ressenti peut-être ou pas du. Alors, oui, c'est clair qu'on a un plus grand pouvoir d'achat, c'est clair qu'on a aussi plus de charges, mais on peut aussi appeler ça un peu une prison dorée pour les entrepreneurs. En gros, pas tout le monde est fait pour être salarié et pas tout le monde est fait pour être entrepreneur. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est vrai que moi, j'étais un entrepreneur dans un job de salarié, et c'est vrai que c'était cool, mais c'est pas là que je m'épanouissais. Vraiment, j'avais besoin de quelque chose de plus. Et pour moi, c'est un peu comme des fois une prison dorée. Mais encore une fois, je parle vraiment que des gens qui ont l'esprit d'entrepreneur. Bien sûr. Pour moi, c'est des prisons dorées d'avoir des très gros salaires parce que ça veut dire aussi qu'un Suisse, quand il va devenir entrepreneur, il va tout de suite devoir aller chercher les 6, 7, 8 000 euros par mois net plutôt qu'un Français que je rencontre souvent à Bali qui commence à devenir entrepreneur, qui fait 3 000 euros par mois, qui est super content. Et avec Laura, on se dit, mais nous, à 3 000 euros par mois, on se fait, on n'a plus d'argent en Suisse, en fait. Alors ça, ce que tu es en train de dire exactement, je l'ai vécu et j'en ai déjà parlé avec ma copine, c'est que quand on est travaillé en France, moi je prenais 1 700-2 000 à peu près en France. Et en fait, avant d'entreprendre, du moins avant de gagner de l'argent sur Internet, via mes entreprises, j'étais déjà venu travailler en Suisse. Et du coup, la valeur de référence n'était plus du tout la même. Donc en fait, gagner 1 500, 2 000 via les réseaux, le dropshipping, du moins j'ai essayé plein de choses, ou via la vente de formation, ça se fait relativement bien, du moins. C'est quand même, il faut y arriver déjà à vendre tout court, mais ça se fait. Après, la valeur de référence, aller chercher directement les 5 000, bon, d'un coup, on est sur quand même un step au-dessus. Et du coup, même si tu as eu des meilleurs postes encore, c'est encore pire, parce que du coup, tu ne seras pas satisfait tant que tu n'auras pas atteint le même Niveau, revenu. ouais. Et c'est vrai que j'en avais déjà parlé, ou presque pas être déçu d'avoir travaillé en Suisse avant, mais du coup, la valeur de référence à atteindre pour un entrepreneur, elle est nettement plus haut. Et du coup, tu te dis, bon, là, ça va être plus compliqué avant de pouvoir entreprendre. Surtout que moi, j'avais fait le salariat plus side project. Mhm. Donc, tant que mon side project ne rattrapait pas mon montant en salariat, j'arrêtais pas. Mais du coup, ça a pris plus de temps. Moi, j'ai quand même traîné 3 ans, 4 ans, ouais, 3 Ok. 4 ans en tant que salarié en Suisse et entrepreneur à Ouais. côté encore plus. Donc là, c'était plus du 60 heures par semaine. Mhm. Au Pour faire les deux. Ouais, pour arriver à tenir les deux. Mais bon, au final, tant qu'on arrive au but final, ça reste cool. Oui. Et alors, un petit peu, au niveau de l'entrepreneuriat, tu as d'autres projets? Est-ce que Oui. Alors, en fait, comme je le disais, c'est vrai que j'ai pas fini ma phrase, mais en gros, j'ai mes e-books voyages qui tournent en automatique, ma société de cinéma, mon investissement aussi à Bali, l'association Kyo Festival qui est vraiment purement du kiff. Et ensuite, avec Laura, on avait des revenus qu'on générait tous les mois en automatique et on travaillait plus qu'une heure et demie, 2 heures maximum tous les mois parce qu'on n'avait plus vraiment besoin de charbonner en fait pour que ça rentre. Et avec Laura, on s'est beaucoup posé de questions sur ce qu'on allait faire et un peu notre pourquoi. Parce qu'à l'époque, notre pourquoi, c'était de réussir avant de rentrer en Suisse. Et ensuite, notre pourquoi a un petit peu changé. On cherchait la liberté, on l'a obtenue. Il nous fallait quelque chose d'un petit peu plus fort, un peu plus grand que nous. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes à Bali qui nous ont, qu'on a rencontrées et qui nous ont vu en fait faire des jolis montants tous les mois grâce à la vente de nos e-books et qui nous ont un petit peu posé des questions dans des cafés, dans des feats. Ah Mathieu, j'ai vu que tu faisais ça, comment tu fais, etc. Et en fait, on a commencé à accompagner des personnes de façon gratuite sur un coin d'une table, encore une fois, pour aider des personnes à changer leur vie. Et en fait, ça nous a beaucoup, beaucoup plu avec Laura. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est que toutes les personnes qu'on a accompagnées sont aujourd'hui en train de vivre justement de leur business en ligne, de leur Instagram. Et ça a complètement aussi changé leur vie. Et ce qui se passe, c'est que encore dernièrement, quelqu'un m'avait remercié pour ce changement de vie et pour les conseils que je lui ai donnés pendant 2 ou 3 mois. Et avec Laura, on s'est dit, mais
pourquoi pas au final aider ces personnes-là. C'est quelque chose qu'on aurait trop voulu avoir quand on a commencé Instagram, d'avoir quelqu'un qui nous aide à aller directement au bon endroit, prendre les bonnes décisions et vraiment avoir une autoroute devant soi. Et Laura, elle était très partante. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un accompagnement bêta où on a fait juste une story en disant, bah voilà, on aimerait accompagner des personnes à grandir sur Instagram et à vendre des produits digitaux, donc à vivre grâce à Instagram en vendant des produits digitaux. Les personnes intéressées, vous pouvez prendre un appel avec nous. Et bien sûr, bah, on a fait 20, il y avait 20 places, on a eu 22 ou 23 calls et on a obtenu les 20 personnes qui ont signé tout de suite avec nous, qui nous ont fait confiance, alors qu'on n'avait pas encore cette casquette de coach ou de mentor. Et on les a suivis pendant 3 mois. Et puis, c'était un franc succès. Tout le monde était super content de toutes nos connaissances. Et c'est vrai que comme ils partaient plus ou moins tous à partir de zéro, en fait, l'évolution qu'ils ont vécue, c'est ce qu'on a vécu presque en 2 ans, mais eux, ils l'ont fait en 3 mois. Ok. Et ça a changé complètement la donne parce qu'en fait, à partir déjà de 3 mois, il y a des personnes qui ont généré déjà beaucoup d'argent avec leurs produits digitaux et leur Instagram. Et du moment qu'on a vu qu'il y avait des réussites, des gens super contents, on a eu des excellents retours, c'est là qu'en fait, on a lancé au tout public en fait, notre accompagnement. Et aujourd'hui, on organise des conférences régulièrement le dimanche, on essaie une fois par mois, pour justement faire parler de notre accompagnement, pour justement expliquer notre histoire, par où on est passé et quelles sont notre expertise aujourd'hui et comment on peut les aider aujourd'hui à en fait se lancer en tant qu'entrepreneur sur Instagram et à vendre leur connaissance sur les produits digitaux. Et pour vous donner un exemple, on a quelqu'un, Ivana, qui vient de Suisse à Lausanne, typiquement, c'est assez drôle, qui nous a fait confiance le 27 février. Elle est rentrée dans notre accompagnement le 27 février. Le 24 mars, après avoir suivi nos modules, nos coachings hebdomadaires avec elle, elle se lance enfin à créer son premier réel sur Instagram. Donc 24 mars, premier réel. Et aujourd'hui, on est le 22 avril. Ouais, c'est ça. Donc même pas encore un mois. Et aujourd'hui, elle a 33 000 abonnés et elle a déjà généré 7 000 euros Ok. avec son compte Instagram. Donc ça fonctionne. Vraiment, elle a des très très bons résultats. Alors c'est un excellent résultat, c'est clair. Hein. Pas tout le monde fait 33 000 abonnés en même pas un mois. Et du coup, elle est super contente des résultats. Et en fait, on a changé sa vie en un mois. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. C'est notre pourquoi aujourd'hui. Ok. 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 Ouais. Le pourquoi de l'accompagnement, c'est. Ouais, de toute façon, c'est essentiel. Hein. Mhm. C'est soit on est là, soit c'est juste du make money, soit c'est vraiment le changement Mhm. de vie et de stratégie. Mais c'est c'est très très beaux Des résultats. très bons résultats, on en est très fiers. Ouais. Ouais, c'est parce que là, ça fait combien de temps que vous faites les accompagnements un petit peu comme ça? Septembre 2024, Septembre 2024. Ok. un peu moins d'un an. Ok. 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 Et vous en avez déjà eu pas mal des gens comme ça, un petit peu qui ont tapé, qui ont changé, du moins, Ouais. qui vivent et où ils restent toujours en tant que salariés. C'est quel profil un petit peu? Alors en gros, on a 80% de personnes qui rentrent dans l'accompagnement, ils sont toujours salariés à 100%, c'est totalement normal, on ne peut pas quitter sa vie du jour au lendemain et voilà, c'est juste normal. Et en fait, l'objectif, c'est de les accompagner déjà à côté du travail et le week-end où en fait, on leur apprend absolument tout ce qu'on sait. Et le but, c'est d'aller chercher les premiers 1000 abonnés, 5000 abonnés, 10 000 abonnés, etc., etc. Générer leurs premiers 1000 euros par mois, 3000, 5000, 10 000 euros par mois. Et du moment qu'ils ont généré justement de l'argent, qu'ils ont une bonne communauté, que ça devient régulier, là, en fait, on leur dit qu'ils peuvent totalement baisser leur temps de travail, voire même le quitter si ils font tout d'un coup 3 à 4 fois plus d'argent que ce qu'ils faisaient en tant que salariés. Voilà, ils ont la possibilité après de quitter leur travail et de vivre grâce à Instagram. Ok, donc ça c'est le nouveau projet qui va être là Voilà. dans les prochaines. Du moins, c'est le petit dernier et c'est Mhm. celui qui est là pour Voilà, durer, on va dire, exact. qui vous fait le plus vibrer à l'heure actuelle. C'est même le grand dernier, c'est vraiment notre pourquoi profond. On accompagne les personnes pendant un an. Donc c'est Ok, un an d'accompagnement, donc on s'investit énormément pour eux. On mouille le maillot vraiment à fond avec Laura. On est là sur un groupe privé, on fait des meet-up, on fait des coworking avec eux, on fait des masterminds, on fait on va faire une grosse soirée à Lausanne cet été. On va réunir tous les membres de la formation. Une à Paris et une à Bali aussi. On va se voir aussi en physique. Et l'objectif, c'est vraiment de monter un peu comme une école de créateurs de contenu. Mais l'objectif, c'est pas que de grandir sur Instagram, parce que c'est bien beau de grandir sur Instagram, mais l'objectif, c'est vraiment de gagner sa vie avec Instagram. Et du coup, de monétiser son compte en vendant des produits digitaux. Ce qu'on a fait depuis 4 ans. ouais, puisque de toute façon, il y a quand même une grosse disparité entre avoir des abonnés et savoir les convertir. Oui. Ça, c'est là le grand problème. C'est la croyance, en fait. On connaît beaucoup de personnes qui ont 300, 400 000 abonnés, mais qui ne font
pas beaucoup d'argent tous les mois. Et on connaît des personnes qui ont 10-15 000 abonnés, qui sont bien nichées, qui répondent à une problématique et qui ont aussi une offre irrésistible, qui font des très très gros revenus tous les mois. Ouais. Donc ça n'a pas de corrélation. Ouais, bah, de toute façon, je pense que le moment, moi personnellement, quand c'était sur TikTok notamment, le moment où je brassais le plus de vues, le plus d'abonnés, c'était le moment où je générais le moins. Ok. Maintenant, je suis 10 fois en dessous en termes de vues, et pourtant, je génère beaucoup plus. C'est le positionnement, c'est l'offre, c'est le problème qu'on résout, la douleur profonde qu'on résout qui fait aussi beaucoup la différence. Ouais, la brand aussi, suivant les niches, Mhm. qui peut jouer. Et alors, maintenant, pour parler un petit peu plus, quelles ont été tes problématiques que tu as rencontrées un peu? Alors déjà, dans un premier temps, au cours de ta carrière, est-ce que tu as rencontré des problématiques dans ton métier, dans tes formations, tes diplômes, et après, dans ton entrepreneuriat? Alors, moi, à la banque, j'étais fort en clientèle, j'étais fort en contact humain, parce qu'en fait, mon métier, c'était quoi? C'était de proposer des placements à mes clients qui ont une certaine fortune. En gros, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que j'adorais avoir le contact, j'adorais proposer ces fonds de placement, définir une stratégie avec le client. Mais ce que je détestais au plus haut point, et c'est aussi ça qui m'a fait beaucoup partir de la banque, c'est l'administratif. Je Ok. suis vraiment très nul en admin et c'est quelque chose que je déteste faire, je n'aime pas du tout. Et du coup, en fait, à chaque fois, on avait une petite partie administrative à faire après les contacts, la clientèle, etc. Et ça, c'était vraiment un truc que je procrastinais énormément. J'aurais préféré avoir 10 entretiens clientèle que d'avoir 3 entretiens et d'avoir après 3 heures par client d'administratif, quoi. Donc, je préfère faire 10 heures de contact humain Ok. plutôt que ça. Donc ça, c'est la partie en fait salariée. Et la partie entrepreneur, je pense qu'une des plus grosses erreurs qu'on a fait avec Laura, c'est que on dit beaucoup qu'on est multipotentiel, comme quoi on fait beaucoup de choses, on a plein de passions. Je connais beaucoup de personnes qu'on accompagne qui sont dans ce cadre-là. Mais ce qui se passe, c'est que les multipotentiels, ils ont un avantage énorme, c'est que quand ils vont créer du contenu, ils auront plein d'idées de création de contenu, ils vont être très créatifs. Mais le problème, c'est qu'au niveau du business, malheureusement, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, on ne peut pas être sur 3-4 projets en même temps, avancer à 30% sur chacun des projets tous les jours, et qu'à la fin de la journée, on se rend compte qu'en fait, rien n'a avancé, on est démoralisé, on est en burn-out parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir travaillé 12 heures pour aucun résultat. Ça ne marche pas. Donc, malheureusement, les multipotentiels, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut définir un seul truc, se focaliser sur ce seul truc. Nous, typiquement, c'est de focaliser sur Instagram et grandir un maximum sur Instagram pour bien comprendre la plateforme. Et en fait, du moment que ce sur quoi tu t'es focalisé commence à péter et que tu arrives à monétiser et à faire des revenus en automatique, et c'est là où tu as en fait le meilleur outil de l'homme, qui est l'argent, qui va te permettre de pouvoir avoir cette multipotentialité et de développer d'autres projets. Et c'est ça le truc. Donc, il faut vraiment se concentrer sur un truc, y aller à fond, faire un revenu automatique avec, et avec cet argent, tu l'investis. Dans l'immobilier, tu fais un kiff, tu te fais un festival, après tu crées d'autres pages Instagram avec des community managers, tu crées une société de cinéma. C'est là en fait que ça devient très intéressant. Mais il faut un truc qui fonctionne en automatique. Au début, tu peux pas faire fonctionner 4 trucs en même temps, c'est impossible. Ok, ok. Et donc toi, ouais, tu les as résolus avec l'argent du coup. Parce qu'après, la question d'après, ça a été ça, c'était là, quelles ont été tes plus grandes difficultés et comment tu les as résolues, c'est justement en focus, en étant plus focus sur un projet et en utilisant de l'argent pour développer justement les projets qui faisaient kiffer. En fait, c'est ça le truc, c'est que euh, pour moi, l'argent, c'est une conséquence de son travail déjà. Et surtout, c'est le meilleur outil de l'homme parce que tu veux développer n'importe quel projet, tu auras besoin d'argent. C'est obligatoire pour déléguer, pour pouvoir avoir un manager, quelqu'un qui va s'occuper de ta création de contenu, ton Instagram, pour ci, pour ça. C'est obligatoire. Et en fait, il faut avoir un business qui te rapporte de l'argent pour ensuite développer d'autres projets. C'est obligatoire. Et en fait, je vois beaucoup de problèmes sur Instagram, déjà au niveau des niches. Donc, beaucoup de personnes sur Instagram essayent de publier un petit peu tout et n'importe quoi, mais ne sont pas déjà nichés dans leur thématique. Et aussi, ils font plein de choses en même temps. Et du coup, ils divisent leur temps, ils divisent leur énergie, et du coup, ils divisent aussi leurs résultats. Et petit aparté aussi que je fais pour toutes les personnes qui vont m'écouter, mais c'est vrai que je donne toujours cet exemple. Si jamais, voilà, imaginons vous aimeriez manger de la cuisine grecque, est-ce que vous allez choisir un restaurant qui fait 100% du grec ou est-ce que vous allez choisir un restaurant qui fait du grec, de l'italien, du portugais, etc.
Bah, en fait, personnellement, je vais choisir le restaurant qui fait 100% grec. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est niché et il est spécialiste de la cuisine grecque et on va estimer qu'il est meilleur parce qu'il est expert de cette cuisine par rapport à l'autre qui fait un peu de tout. Et en fait, sur Instagram, aujourd'hui, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut être ce restaurant grec qui est spécialisé dans une thématique et pas du un peu de tout. Parce qu'il faut donner une raison à la personne de s'abonner à ton compte. Et il ne faut pas que tu fasses d'un coup du sport, que tu fasses après de la natation, après tu fais du trading, de la crypto, puis après tu vas parler d'encore plein d'autres sujets. Non, il faut donner une raison réelle et se démarquer. Ok, ok. Et tu penses que c'est mieux de publier beaucoup ou la quantité ou la qualité sur Instagram? Alors, très bonne question. Je pense qu'il faut dans tous les cas avoir un rythme qui plaît. Et en fait, il faut toujours, nous, on a envie que les gens prennent du plaisir à publier. Donc, du moment que ça devient plus un plaisir, il faut se poser des questions. Donc, on dit toujours que l'objectif final, c'est d'avoir 10 000 euros par mois, faire beaucoup d'argent, là, là. Mais en fait, nous, ce qu'on met aussi beaucoup en avant, c'est l'aventure. C'est pas la réussite, c'est pas une destination, mais c'est le voyage en fait. Donc c'est hyper important de kiffer le process. C'est hyper important. Et concrètement, au niveau du nombre de posts par jour, nous, on dit qu'un réel, c'est comme un ticket de loterie. Un réel peut complètement changer ta vie. Donc du moment que tu as plusieurs tickets de loterie, tu augmentes tes chances d'avoir tout d'un coup une grosse réussite et d'avoir tout d'un coup ton compte qui explose. Maintenant, il ne faut pas que ça casse ta qualité de contenu. Et je pense que si tu es entre 4 et 7 posts par semaine, c'est très bien pour avoir une belle croissance. Ok, ok. Donc ouais, un peu moins, du moins, le top c'est un post par jour Voilà. qui est déjà cool. Et au niveau des stories? Alors, des stories, c'est un maximum possible. Alors, je dis pas un maximum en termes de nombre de stories par jour. Je pense que moi, je suis plus un adepte de 3 4 stories maximum. Du moment que je vois que quelqu'un a posté 12 stories la même journée, je vais scroll sur la story suivante parce que voilà, on n'a pas forcément envie de tout voir concrètement. Mais c'est bien d'être. En fait, Instagram, il a 3 outils. Les réels, c'est là pour qu'on te découvre. Les stories, c'est pour te fidéliser. Et les carousels, c'est pour l'éducatif et de l'informatif. C'est ces 3 éléments-là. Donc les stories, c'est là, les gens vont te découvrir, ils vont s'abonner à toi, mais ils ne te connaissent pas. Et c'est grâce aux stories qu'ils vont en fait te connaître et te fidéliser et savoir un peu tes valeurs, s'ils vont pouvoir s'identifier à toi, si tu vas pouvoir les inspirer, s'ils vont pouvoir apprendre quelque chose de toi. Donc c'est vraiment aussi beaucoup les stories qui vont jouer. Ok, ok. Donc plutôt, plutôt les stories pour fidéliser et les réels pour croître. Mais pourquoi ne pas avoir été sur d'autres plateformes? Alors, encore une fois, je pense que c'est ne pas trop diviser son temps. TikTok et Insta, nous, toutes les personnes qu'on accompagne, ils postent sur Instagram et automatiquement, on leur dit de prendre 10 secondes pour poster sur TikTok. Et on a des personnes qui ont explosé sur TikTok alors qu'elles ont juste pris 10 secondes de reposter ce qu'elles avaient posté sur Insta. Donc ça vaut vraiment la peine et ça peut vraiment faire beaucoup de visibilité aussi de gens qui viennent de TikTok et qui arrivent sur Instagram. Donc ça, c'est super. Pour moi, YouTube est une excellente plateforme. Pour moi, il faut être sur YouTube et il faut faire du format long parce que c'est là aussi qu'on va fidéliser et que les gens vont encore plus nous connaître. Donc ça, c'est hyper important. Par contre, il faut déjà bien asseoir notre stratégie sur les formats courts pour ensuite aller sur les formats longs. Si malheureusement, on n'arrive pas déjà sur les formats courts à avoir une certaine discipline, eh ben, c'est très compliqué d'encore plus diviser son temps et de penser d'être bon encore sur YouTube. Ok, Et en fait, il faut aussi pouvoir déléguer. Il faut aussi avoir assez d'argent pour avoir un monteur vidéo, quelqu'un qui te fait ta miniature, pour aussi ne pas trop passer de temps sur YouTube et pas délaisser l'Instagram. ok. Parce que ouais, toi t'es pas trop aussi, t'es sur YouTube un petit peu, mais légèrement je crois, il me semble. Non, Alors non, justement, non, pas du je tout. suis pas sur YouTube. Pas du tout. Et pas projet pour l'instant? Alors, ce serait l'objectif. J'ai concrètement le temps aujourd'hui de le faire. C'est juste, il faut que je me crée une stratégie et une routine qui me permet, en fait, de si je commence sur YouTube, je sais exactement la valeur que j'aimerais transmettre à l'intérieur et sous quel format. Et il faut que je travaille sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est mon objectif 2025. Ok, ça fait partie de l'objectif. Ouais, Donc on va te voir arriver sur la plateforme. exact. Moi j'aime bien cette plateforme YouTube, je trouve que c'est la plateforme où on peut délivrer le plus. C'est vrai, c'est excellent. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de temps et de budget, c'est inconcurrençable. Instagram, on peut y aller rapidement. Moins rapidement, tout est relatif, hein. La création de contenu, c'est jamais rapide. Et notamment, la création de contenu, dans tes débuts, quand tu as commencé tout ça, ça te prenait du temps, du moins. Comment tu le vivais? Parce que on a toujours les deux écoles. Il y en a qui disent que bah, c'est pas un travail.
Il y en a qui apparentent ça complètement à un travail quand même. Mhm. Moi, je pense qu'au moins déjà pour le processus d'apprentissage, on y passe quand même beaucoup de temps. Après, on peut très facilement automatiser, comme tu disais, avec des community managers, etc. par la suite. Mais comment tu juges un petit peu c'est un métier, c'est pas un métier? Est-ce que les créateurs sont des branleurs? Alors, bon, il y a de tout en création de contenu. En plus, souvent, on confond influenceur et créateur de contenu. On donne un nom pour l'un et pour l'autre. Donc, c'est compliqué d'être très clair par rapport à ce sujet. Mais pour moi, créer du contenu, au début, on cherche ce qui marche, on cherche ce qui nous plaît de créer du contenu. Donc c'est clair que ça prend du temps au début, mais du moment que tu as bien compris en fait et que tu as bien défini ta stratégie et que tu sais où tu vas aller et quel type d'abonnés que tu as envie d'avoir, bah, ça devient de plus en plus simple. Et nous, en fait, on fonctionne par format. En fait, on aide les personnes qu'on accompagne à trouver leur format. Et grâce au format, en fait, ils n'ont plus qu'à dupliquer et à le faire d'une autre façon. Comme par exemple Laura. Je donne un exemple. Elle a fait les top 20 hôtels à Bali. Et le top 20 a explosé. Il a fait 11 millions de vues. Le top 19 a fait 7 millions de vues. Et en fait, les personnes ont regardé tous les tops de Laura. Donc, toutes ces vidéos ont explosé parce qu'elles voulaient voir en fait les top 20 des hôtels. Et en fait, ce qui était génial, c'est que c'est des vidéos qui nous ont pris 15 minutes à faire et qui ont explosé. Donc c'est pas parce que tu passes beaucoup de temps que la vidéo déjà va marcher. Et en plus, il faut le faire intelligemment. Et nous, notre objectif, c'est le moins d'efforts pour le plus de résultats sur les réseaux. Ok. Ok. Donc oui, pas forcément. Au début, juste pour le processus, ça peut être un peu plus long, mais sinon, c'est pas forcément long, la créa. Mais encore une fois, c'est de la discipline, de l'organisation. Il faut avoir une belle routine. Donc le lundi, tu fais tes scripts et tu montes, tu crées un petit peu le contexte de toutes tes vidéos. Et ensuite, dans la semaine, tu vas pouvoir les tourner, les monter. C'est une habitude à prendre. Tous les matins, c'est quelque chose qui est totalement réglé. Et comme ça, moi, j'ai toute l'après-midi et le soir pour profiter. Ok. Ok. Et alors, maintenant, un petit peu pour la petite fin du mois, on va arriver petit à petit à la fin. Mais quel conseil, en premier temps, tu donnerais à des gens qui veulent devenir résidents suisses, parce que tu as quand même une culture de ce pays. Et quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent entreprendre en 2 temps? Mhm. Alors, alors, le conseil d'être résident suisse, Parce que le statut de frontalier, tu ne connais pas trop, non. donc c'est pour ça. Mais peut-être sur les coutumes, sur la résidence en Suisse, qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui veulent s'intégrer dans ce pays, qui veulent apprendre les coutumes, du moins. Qu'est-ce que tu en dirais un petit peu? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, c'est vrai qu'en venant du Valais, on côtoie pas forcément beaucoup de frontaliers. Et c'est vrai, vraiment, c'est plus côté Lausanne et Genève. Mais si j'aurais un conseil, alors que j'en suis pas du tout expert, mais c'est d'aller regarder sur Lausanne et Genève, parce que je pense que c'est là où il y a plus de possibilités aujourd'hui de trouver du travail en tant que frontalier. Ok. Ok. Mais peut-être en principe d'intégration ou des bonnes pratiques, peut-être? Des choses que tu aurais peut-être entendues à contrario, justement, où, bah tiens, que ce soit les nouveaux arrivants ou les frontaliers font ça de mal. Et ça pourrait être justement à Alors, contrario, justement, à faire. il y a toujours un truc, en Suisse, on dit toujours que, et peut-être plus précisément en Valais, mais on arrive à avoir une place de travail souvent parce qu'on connaît quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Ok. C'est souvent un peu comme ça que ça se passe, en tout cas en Valais et très certainement en Suisse. Et c'est clair que si vous avez quelqu'un que vous connaissez à l'intérieur de l'entreprise, eh ben, il faut beaucoup jouer avec ça parce que ça peut faire toute la différence et peut-être mettre vos dossiers au-dessus de la pile. Ok, donc le réseau, le net, du moins. Ce que certains vont appeler en France le piston. Et ce que moi j'aime appeler le réseautage, Oui. le fait d'avoir un bon réseau et de travailler son réseau notamment. Mhm. Ok, et pour l'entrepreneuriat? Un conseil? Ouais. Ok. Un ou plusieurs, du moins. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner un petit peu, nos Euh, futurs entrepreneurs? Alors, déjà, formez-vous le plus vite possible. C'est le moyen d'aller tout droit et de ne pas vous perdre en virage, de ne pas perdre de temps et de ne pas perdre d'argent aussi. Parce que peut-être qu'une formation va coûter plusieurs milliers d'euros, mais en fait, ça va vous éviter peut-être de dépenser 5, 10, 15, 20 000 euros. Chose que j'ai fait pour justement ma société d'e-commerce Eilaswim, où concrètement, j'ai perdu 15 000 euros à la création de l'entreprise. Chose que si j'avais été accompagné, j'aurais pas eu besoin de mettre ces montants-là. Donc ça, c'est hyper important. Formez-vous, accompagnez-vous. C'est vraiment le B à bas aujourd'hui. Et moi-même, aujourd'hui, je continue de me former au quotidien pour tout. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Moi, un jour, j'aimerais avoir des enfants avec Laura.
eh ben, je sais pas ce que je sais pas en tant que parent. Et du coup, moi, je serais totalement OK de prendre une formation en accompagnement de quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a un très bon exemple, qui a une expertise et qui va pouvoir me dire un petit peu des sujets sur cette thématique-là. Et moi, j'ai pas honte de me former, c'est hyper important et c'est comme ça qu'on investit sur nous-mêmes, sur nos connaissances, sur nos compétences. Et en fait, au quotidien, on prend des décisions tous les jours en tant qu'entrepreneur. Et en fait, c'est hyper important d'avoir le maximum d'informations et le maximum de data pour justement prendre les bonnes décisions. Donc, formez-vous un maximum et surtout, faites qu'une seule chose à la fois. Ok. Vraiment, ne faites pas 50 trucs à la fois. Faisant une, le faites bien, faites-le péter et après, vous allez développer d'autres projets. Ok, ok, donc super intéressant. Et bah, comme j'aime bien te demander, surtout notamment aux entrepreneurs, quelles sont tes sources d'informations de référence? Que ce soit livre, que ce soit podcast, que ce soit entrepreneur, peut-être qui t'inspire en France ou aux US? Alors moi, j'aime beaucoup Anthony Bourbon. Ok, De qui va être mon associé avec Laura, c'est quelque chose que nous avec Laura on consomme presque que du film Entrepreneur, que c'est un fondateur très Tetris, Air Jordan, etc. Donc on adore cette vibe là d'entrepreneur, c'est vraiment quelque chose qui nous touche énormément. Et Anthony Bourbon, on a eu la chance de le voir à l'Asie Project à Paris, organisé par Christopher Wangen, et de voir ces deux conférences qu'il a fait, ça nous a vraiment boosté, motivé. On aime beaucoup son élan et on aime beaucoup ce qu'il fait. Et on aime beaucoup aussi le personnage qu'il joue, qui fait que bah, il nous booste, il nous motive. Et il n'y a pas d'excuse, on est là pour tout casser. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. ok, ok, ok. Donc c'est l'entrepreneur pour toi de référence. J'aime beaucoup aussi, quand même. J'aime beaucoup son mindset. Et j'aime beaucoup, en fait, il n'y a pas d'excuse, il faut arrêter de se plaindre et il faut faire le travail. Et en fait, je me reconnais aussi beaucoup en lui parce que à chaque fois, il dit moi, les gens, ils me critiquent beaucoup parce que je sors pas, je fais que de travailler. Tous les jours, je travaille, je charbonne, je charbonne, je charbonne. Même si aujourd'hui j'ai des millions, je charbonne quand même parce que c'est ce qui me fait kiffer. Et c'est vrai qu'avec Laura, on a beaucoup passé par cette phase-là les 2 premières années où en fait on était blanc à Bali, on voyait pas le soleil, on n'allait pas faire de sunset, on est constamment en train de travailler sur notre Insta, on est constamment en train de développer nos projets parce qu'on avait un objectif final, un objectif de réussir et de débloquer notre liberté. Et c'est vrai qu'on est obligé de passer par ces phases de travail intensives pour réussir. Et c'est vrai que lui, il ose le dire et il ose le programmer haute voix qu'il fait que de taffer. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais, moi j'avais bien aimé une phrase de Bourbon où il disait, parce qu'il parlait du rapport de l'argent et de l'entrepreneuriat, où bah, en fait, quand tu es entrepreneur, ton goal c'est de gagner de l'argent, mais pas pour autant le dépenser. En fait, c'est juste que c'est comme si tu étais un footballeur et que tu voulais marquer des buts. C'est une Et j'avais conséquence. beaucoup, beaucoup aimé cette phrase-là parce que bah, c'est toujours pareil, tu as beaucoup de projets, j'en ai beaucoup aussi. Mais au final, l'argent, bah, c'est une conséquence, ok. Oui, j'en veux toujours plus, ok. Mais en réalité, pas forcément pour le dépenser, pour l'utiliser pour aller plus loin. Mais c'est plutôt un résultat, un scoring, on va Mhm. dire, comme si j'étais un footballeur et que je voulais essayer d'être celui qui marque le plus de buts. Et j'ai trop adhéré à cette philosophie-là. Mhm. C'est vrai qu'il ne voit pas l'argent comme, voilà, pour moi, je le vois comme un outil qui permet de faire énormément de choses. C'est déjà la liberté, il faut pas se mentir, hein. Pour avoir cette liberté financière, temporelle et géographique, il faut avoir de l'argent, il faut pouvoir générer de l'argent. Mais c'est vrai que c'est bien plus grand, ça permet en fait de développer des projets qu'on n'aurait jamais pu développer. Et c'est ce qui nous drive aujourd'hui avec Laura, c'est de faire des très gros projets. Ok. Et peut-être au niveau des livres ou des podcasts en référence? Ou peut-être moins, hein. Alors, je suis moins à consommer du contenu. D'ailleurs, si on regarde mon Instagram, je suis pas trop un consommateur de contenu. Je crée du contenu, mais j'en consomme pas Ok. beaucoup. Et concrètement, en termes de podcast, euh, en fait, non, Non? vraiment, je suis. Non, mais après, il y a des gens, c'est il y en a, ça va être plus les formats livres, il y en a, c'est plus les podcasts, il y en a, c'est plus les entrepreneurs en valeur de ouais, référence. c'est vrai que je consomme très peu de contenu. Ok. C'est assez fou comment. Ouais, Ouais, c'est pas tu un truc. crées. De toute façon, les Je- créateurs, généralement, consomment beaucoup moins que. Ouais, non, mais vraiment, c'est impressionnant. Mais YouTube, j'y vais pas trop. Il y a des phases où on regardait pas de séries avec Laura parce que. Ok. Ouais. Ah ouais, moi, je suis un gros, gros consommateur de YouTube. Ah ouais? Ben, je dors avec des podcasts. Bah, ça apprend énormément, hein. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Non, 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 bien C'est sûr, bien sûr. exceptionnel. Mais chacun a Ouais, c'est ses vrai. sources d'inspiration ou de création, parce que du coup, je crée moins quand j'écoute. Ça, c'est une valeur aussi. Mais je sais que moi, j'aime beaucoup YouTube. Les livres, beaucoup moins, parce que bah, à une époque, j'étais un friand de livres,
Mais après, je me suis rendu compte que en fait, j'ai pas le temps. Donc, en fait, je peux pas entreprendre. Mm. Une journée, elle fait toujours que 24 heures. C'est Donc ça. ça, c'est toujours le grand problème de l'histoire. Bon, bah, en tout cas, merci pour cette interview. Bah, avec plaisir. J'espère qu'elle sera bien reçue et que vous avez pu apprendre bah, énormément. Et puis, bah, bonne continuation dans tes projets. On se retrouvera très certainement bah, l'année prochaine ici même. Avec Et plaisir. puis, on pourra peut-être échanger sur la suite de ton aventure ici même. Avec plaisir. Bonne Bon, bah, en tout continuation. cas, bah, merci. Et puis, bah, j'espère que cette interview vous a plu. Je vous invite à laisser un commentaire. Vous pourrez retrouver ces réseaux directement sous la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao!